énormément de chance aujourd'hui parce que vous allez vivre un instant unique. Pour ceux qui sont, n'ont pas trop le moral, pour ceux qui se disent j'ai plein de problèmes, pour ceux qui se disent mes soucis n'arrêtent pas, vous allez repartir d'ici dans 1h30 en vous disant la vie est belle. Alors, vous allez peut-être vous dire aussi impossible n'est pas poison. On a la chance d'avoir aujourd'hui un intervenant pour cet Extra Club qui est un homme qui finalement, je pourrais vous dire, a commencé à réellement vivre à 26 ans. Il vous expliquera ce qui lui est arrivé à ses 26 ans. Alors, je sais qu'il y a aussi une chose qui est exceptionnelle, c'est qu'il est né un 20 mars, donc il n'y a pas longtemps. Donc vous êtes tous ensemble, on lui passe un bon anniversaire. Comment? Vous êtes prêts? Attention, à 1, 2, 3. Merci. C'est mieux, c'est mieux. Merci. C'est bien, un peu plus haut encore. Merci. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir, vous avez suivi. Bon, et ben à la prochaine fois, merci. Au revoir. Et ce qui est génial, c'est qu'en général, c'est le gars qui a son anniversaire, on lui fait un cadeau, lui c'est lui qui vient et qui nous en fait un par sa présence. Alors sa phrase préférée, sa citation, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait, de Mark Twain. Je vous laisse et vous m'aidez à accueillir Philippe Croison. Merci. Hop là, bonjour. Bonjour. Bon, moi j'ai pas besoin de micro. Je vois qu'il y en a qui étaient là hier soir, donc c'est assez difficile de refaire une conférence quand il y avait déjà des... Il faut que je refasse la même chose, hein, la même émotion. Bon, je vais commencer par un petit mot tout simple, hein. Un petit mot que tout le monde connaît, qu'on vous a certainement dit très souvent, ou que vous vous êtes dit très souvent. Ce mot, c'est impossible. Combien de fois vous vous êtes dit c'est pas possible, ou combien de fois on vous a dit c'est pas possible? Et en général, quand on vous dit ça, ben moi depuis tout petit, on me disait fais attention, c'est pas possible. Tu veux pas t'engager là-dedans, mais arrête tes bêtises. Ce que je vais faire, je vais reculer un peu le fauteuil. Oui, je fais. Je suis un peu trop près. Voilà, super. Comme ça, je vous vois mieux. Parce que si, voilà, je vous vois un peu mieux. Et ce mot impossible, j'ai vraiment cru. Je croyais vraiment qu'il existait. Jusqu'au jour où j'ai eu un accident, le 5 mars 1994, et je suis allé en centre de rééducation. Et là, j'ai découvert que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible était à un seul endroit, il était là. Que l'impossible, c'était qui? C'était nous. Il n'y a que nous qui représentons l'impossible, c'est personne d'autre. Et donc, après la traversée de la Manche, que je vais vous expliquer tout à l'heure, avec mon camarade Arnaud Chassery, un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans le bras, on s'est dit, tiens, on va relier les 5 continents à la nage. Une aventure humaine extraordinaire. Ça va être chouette. Donc, on a été voir les chaînes de télévision. TF1, France Télévisions, le groupe M6, en disant, voilà, vous voulez pas faire un documentaire, on va relier les 5 continents à la nage. Ben vous savez ce qu'ils m'ont répondu, les chaînes de télévision? D'après vous, c'est pas possible. Un mec comme toi, qui n'a pas de bras et pas de jambes, en prime time à la télé, laisse tomber. C'est anxiogène. Personne ne va regarder. Personne ne va regarder ton documentaire. Alors je ne me suis pas découragé. Je suis parti avec mon caméraman, Robert Iseni, avec qui on a fait le premier film, La vie à bras-le-corps, en 52 minutes. Et on est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour relier l'Océanie à l'Asie. Arrivé là-bas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on arrive dans le petit village de Vanimo. Il y avait un petit marché. Les Papous, vous savez, ils sont d'une pauvreté sans nom, mais vraiment incroyable. C'est géré par les Australiens qui leur prennent tout, mais qui leur laissent pas grand-chose. Et quand j'arrive sur ce marché, il y a un Papou qui arrive et qui met une pièce sur ma jambe. Donc j'ai pas mes protèges, je suis avec ce fauteuil-là et toute ma petite équipe de petits blancs autour de moi. Et le Papou, il me met une pièce sur ma jambe. Je dis, il a pris un coup de soleil, je dis, pourquoi il me donne de l'argent? Et il y a un deuxième qui arrive, pof, il me met de l'argent aussi. Et un troisième, et un quatrième. Et là, il y a tous les villageois qui arrivent et qui me donnent tous leur argent. Je dis, mais arrêtez, mes poches débordent d'argent. Et ils me mettent un panier autour du cou, ils continuent à mettre de l'argent. Et là, il y a une mamie qui arrive, je dis, mais pourquoi vous me donnez votre argent? Mais je dis, arrêtez. Et là, la mamie, elle me dit, mais t'es handicapé, il faut t'aider. Ah, le choc. Alors, je suis revenu en France, j'ai vite été au marché. C'est pas pareil. Pas... Et donc, on envoie ces images-là en France, quand on relie l'Océanie à l'Asie. Et Georges Pernou, qui passe par là, de France 3, vous allez voir qu'il y a un coup du destin encore là-dedans. Georges Pernou passe par là et nous, on était partis pour traverser une autre expédition entre l'Afrique et l'Asie, entre l'Égypte et la Jordanie. Et là, en pleine nage, il y a notre chef d'expédition qui nous dit « Hé les gars, il y a Thalassa qui veut un documentaire !» Waouh, le smiley commence à monter. Nous, on imaginait peut-être un 26 minutes, on aurait été heureux un 26 minutes. Ou un 52, le rêve absolu. Et là, le chef d'expédition nous dit « Hé les gars,
Et à Thalassa, ils veulent un 110 minutes. Ce sera le premier 110 minutes de l'histoire de Thalassa. Il est passé le 30 novembre 2012 et on a fait 3 millions de téléspectateurs. Donc tout est possible. Je vous laisse regarder la bande-annonce de Nage au-delà des frontières et je reviens à vous tout de suite. Regardez, je suis une personne handicapée. C'est dur, hein? Mais dans quelques instants, vous allez oublier. Je serai plus une personne handicapée pour vous. Je serai Philippe Croison. Au début, vous êtes choqués, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de bras et pas de jambes. Mais après, vous ne le verrez plus. Et vous allez voir une aventure. Une belle aventure. C'est énorme hein, de nager au milieu des icebergs comme ça. Tu vois bien qu'on est deux malades quand même. Oh la vache. Un bon message, c'est un bon message. Moi, voilà, j'ai plus de bras et je vois le tatouage sur son bras, quoi. Tu prends une grosse claque d'histoire en une fraction de seconde, rien qu'en regardant son bras. La rencontre avec Philippe, c'est vraiment une très bonne surprise. Non mais je suis qui? J'étais un ouvrier métallo qui était dans son canapé et qui a dit je vais nager. Et là, tout le monde s'est mis en action. Plein de gens que je connais pas. Ils ont dit waouh, allez, faut l'aider. J'ai vraiment été heureux de te connaître. Je suis le roi du monde. Nage au-delà des frontières, ça donne envie, hein. Donc ça, avant d'en arriver là, bah, vous l'avez bien compris, il a fallu un accident. Le 5 mars 1994, c'est en voulant apporter au mien le meilleur qui m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Salut Jérém. Et j'avais un petit bébé, Grégory, qui allait arriver. Salut Grégo. Mes deux gars, mon garçon habite dans le sud de la France, donc vu que je suis venu, on a passé un bon moment. Merci de m'avoir fait venir. Ça fait du bien de revoir ces gars. Et donc, la maison est trop petite, il faut déménager. Et sur le toit de ma maison, il y a une antenne de télévision. Et je me suis dit, je vais quand même pas laisser 500 francs sur le toit. Vous l'avez compris, j'étais ouvrier métallo. Je vais quand même pas laisser 500 francs sur le toit. Donc j'ai pris une échelle d'aluminium que j'ai hissée sur le pignon de la maison. Je me suis cordé la cheminée pour pas tomber. J'ai déboulonné mon antenne, je la tenais très très bien. J'avais bien vu la ligne électrique qui était derrière moi. Je me suis dit, ça va passer. Et à un moment donné, j'ai pas assez de force. J'ai posé mes deux tibias sur le barreau de la chaîne d'aluminium, ce qui a créé un contact avec la terre. Et l'antenne a heurté la ligne. Et 20 000 volts ont traversé mon corps. Donc les 20 000 volts sont passés par les mains et ressortis par les tibias. Là, le courant rentre et là où il sort, ça avait brûlé. Enfin, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé. Et ils ont rallumé 3 fois le courant. Au premier impact, il y a un arrêt cardiaque. Je vois ma vie défiler à une vitesse folle. Un film très court, hein, 26 ans. Et là, dans ces images, dans ce film, il y a des images qui sortent. Les images de ma grand-mère, qui m'a donné son énergie, j'en suis persuadé, parce que c'était un pilier dans la famille et elle m'a aussi élevé un petit peu. Donc les images de ma grand-mère, la naissance de mon premier garçon, le mariage, voilà, et hop, ça retourne dans le flux. Et là, ils vont rallumer le courant et je vais revenir à moi. Et là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Jusqu'à temps d'arriver à l'hôpital de Tours, où on va m'endormir. Et après, ils vont rallumer une 3e fois le courant, mais manuellement cette fois-ci. Là, ils n'avaient pas le droit. Ils pensaient que c'était une branche qu'il fallait faire sauter et la faire enlever de la ligne électrique. Jusqu'à temps que les gens leur disent, mais non, c'est un gars, et il y a un voisin assez extraordinaire, il a mis des bottes en caoutchouc, il a mis des gants en caoutchouc, il a pris un extincteur, il est monté à l'échelle, et il m'a éteint à 2 reprises. Et pour lui dire merci, je lui ai juste fait un petit clin d'œil. Et depuis, on est devenus super potes. Et après, donc, les pompiers arrivent, on me descend, je vous épargne l'histoire des découpages des pompiers, hein, parce qu'à l'époque, les pompiers le plus proches de moi sont à 4 km, mais ce n'est pas le même département. Donc c'est ceux qui sont à plus de 25 km qui vont venir. Et ils vont arriver, mais avec une 4L, parce que les gens leur avaient expliqué que c'était un pendu.
Donc ils viennent avec une 4L, ils se rendent compte que ben non, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose, ils appellent ceux qui étaient à 4 km après pour qu'ils reviennent et ainsi de suite. Ben voilà, tout un imbroglio qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, c'est la caserne la plus proche qui intervient. Et donc, on me descend, la nuit est tombée, on m'emmène direction le terrain de foot avec l'ambulance des pompiers, le SAMU arrive, on me transfère d'ambulance. Et là, vous savez, personne ne vous parle réellement, enfin, on essaie de vous sauver la vie, ils font leur métier. Et tout le monde essaie de vous sauver la vie et personne ne vous parle. Et moi, je leur dis, mais endormez-moi, mais foutez-moi la paix. Je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus rien ressentir. Endormez-moi. Et là, dans ce coup, dans les haut-parleurs, j'entends le pilote d'hélicoptère qui arrive et qui dit au médecin urgentiste, bah écoutez, allumez la lumière du stade, je vais me poser sur le terrain de foot. Et l'autre, il dit, bon, on va avoir du mal à allumer la lumière. Il a tout fait sauter, le gars, là. Ça va être un peu compliqué. Donc, et le pilote dit, bah écoutez, je fais demi-tour, je n'ai pas le droit de me poser dans la nuit, moi, avec mon hélicoptère. Hein. Et le médecin urgentiste lui dit, bah si tu t'en vas, il est mort. Et donc le pilote a eu un réflexe incroyable, il a dit bah, mettez les ambulances en rond, allumez les gyrophares, j'ai pas le droit mais je vais me poser au milieu de vous. Ce qu'il fait, on met à l'intérieur de l'hélicoptère, on met un casque sur les oreilles, et depuis environ pratiquement 1h30 que l'accident a commencé, parce que j'habitais très loin en race campagne, quelqu'un me parle. C'est la première fois que quelqu'un me parle, c'est le pilote de l'hélicoptère, Jean-Philippe Guérin. Et là il me dit, bonsoir Philippe, moi c'est Jean-Philippe Guérin, tu vois depuis tout petit, je rêvais d'être pilote d'hélicoptère. Alors je suis rentré dans la gendarmerie, tu vois, je suis devenu pilote d'hélicoptère. Et le gars commence à me raconter sa vie. Et bizarrement, dans la nuit, quelqu'un qui me parle comme ça, ben, j'oublie mon accident, enfin, la douleur s'estompe et je m'accroche à cette voix qui me parle dans la nuit. Les pilotes décollent et ils continuent à me raconter sa vie, pilote d'hélicoptère et ainsi de suite. Le médecin urgentiste qui est monté avec moi, à un moment donné, je fais un arrêt cardiaque, donc il me remet un coup de jus, pouf, je pense que j'étais en manque déjà. Il me remet une petite dose. Et pendant le voyage, il mettra 2 fois du courant parce que le cœur va s'arrêter 2 fois. Et à chaque fois, le pilote va pencher l'hélicoptère et va me dire « Tu vois là-bas la lueur, c'est tour, tu restes avec moi Philippe. J'ai pas pris tous ces risques-là pour que tu m'abandonnes maintenant. Allez, tu restes avec moi. » Il pose l'hélicoptère à Tours, il descend de son appareil, il fait un petit signe de la main et moi, encore une fois, pour lui dire merci, je lui fais un clin d'œil. Et on est devenus super potes. C'est pour ça que maintenant, à chaque fois que je fais un clin d'œil à quelqu'un, on est devenus super potes. C'est pas un tic. Et donc... je vais rentrer dans le service des brûlés et là, l'anesthésiste va arriver pour m'endormir et pourtant, ça va commencer maintenant. Ça va être le début de l'enfer, mais pas pour moi, hein. Pour ma famille, mes amis. C'est à eux qui vont reprendre la décision de dire un jour on va couper un bras, un jour un autre bras, un jour une jambe. Tout ça, ça va se faire en 1 mois et demi de temps, les 3 premiers. Et donc, il y a mes parents qui m'ont expliqué une anecdote, je ne me souviens pas, hein, c'est ma mère qui me l'a dit. Est-ce que c'était un restant d'humour où déjà je voulais rassurer mes proches? Derrière la vitre stérile, ma mère me dit j'ai juste une petite phase de réveil de quelques secondes. Elle me dit ça va mon garçon? Et d'après eux, j'aurais juste eu le temps de leur répondre bah là je crois que je suis cuit-cuit. Et je me suis endormi aussitôt. Est-ce que c'était un restant d'humour, quelque chose vraiment pour les rassurer? Je ne sais pas. Et donc, au bout d'1 mois et demi, j'ai une petite phase de réveil dans la nuit et j'ai soif. Et derrière moi, il y a un robinet qui fuit, la torture ultime. Ça fait clouc, 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 clouc. Ah, j'ai soif. Je vais me lever. Mais bon, il n'y a pas de lit là, mais de l'autre côté non plus, mais il est où le bord du lit? Puis on veut s'appuyer sur la jambe, il n'y a rien qui se passe, et on s'énerve, on commence à s'exciter, et là l'infirmière arrive avec la petite seringue magique encore, elle dit non, c'est pas le moment, chut, dors encore un petit peu mon gars. Donc il n'est pas encore le temps que mon cerveau se remette en marche. Il va se remettre en marche 2 semaines plus tard, où là ils vont réduire la morphine et ainsi de suite pour que le cerveau reprenne conscience. Et quand on se réveille vraiment, et qu'il ne nous reste qu'une seule jambe, le premier réflexe, qui est un réflexe humain, c'est de demander pardon à la mort. Tu dis, ok, j'ai lutté contre toi le jour de l'accident, mais aujourd'hui, tu ne peux pas me laisser là, quoi. Quelle va être ma place au sein de la société? Quelle va être ma place au sein de la famille? Est-ce que je peux encore exister c'est le matin, hein, en tant qu'être humain? Et là, vous savez, quand vous rentrez dans cet univers-là, vous avez 5 phases à franchir, les 5 phases du deuil. Vous savez, la première phase, qui est la phase de négation, vous refusez. Vous dites, mais non, c'est pas moi, j'ai 26 ans, je vais me rendormir et quand je me réveille, j'aurai à nouveau mes bras et mes jambes, laisse tomber. C'est la phase de négation, on refuse ce qui vient de nous arriver. Ensuite, vous avez la phase de négociation, où là, une fois que les infirmières, la famille est partie, vous êtes tout seul dans la chambre, vous négociez avec vous-même, entre la vie et la mort. Ou alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, il n'y a rien, bah, peut-être que tu pourras reconduire. Bah, attends, arrête tes conneries. Non, voilà, vous négociez avec vous-même. Ensuite, vous avez la phase de dépression, la phase d'acceptation, de deuil, et la fameuse phase de colère. Là, les phases que je viens de vous expliquer, les 5 phases, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Ça peut commencer par exemple par la phase de colère. En général, c'est souvent le déni. Mais il n'y a pas de temps non plus défini. C'est-à-dire que le déni peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, ou toute la vie. La phase de colère, pareil, peut durer un jour,
une semaine, un mois, un an ou toute la vie. Pourquoi moi j'ai réussi à franchir ces passes de colère? Puisqu'il y a une équipe extraordinaire qui a été ma famille et mes amis qui m'ont aidé à franchir ces 5 phases. Mais ces 5 phases, je les ai franchies en 7 ans. Puisque moi, ma phase de colère est arrivée seulement 7 ans après mon accident. Et donc, je suis dans ce milieu stérile. Et mon père, certainement pour me protéger, avait dit à toute ma famille, et là vous allez voir qu'il y a une erreur stratégique monumentale, avait dit à ma famille, ok, vous avez le droit d'aller voir Philippe derrière la vitre stérile, mais le premier qui pleure devant lui, ça va mal se passer. Je m'occuperai de son cas. Donc vous avez le droit d'aller le voir, mais vous n'avez pas le droit de pleurer devant lui. Il faut être fort pour lui. Donc mon père est arrivé derrière la vitre stérile, le rideau se lève. Ça va mon garçon? Ouais papa, ça va, enfin, ouais, c'est... Bon bah, je vais fumer une cigarette. Je vous raconte pas la vitesse où ma mère passait. Je rejoins ton père. Voilà, les gens tenaient 30 secondes, 1 minute, et c'était un défilé. Et moi, derrière ma vitre stérile, je dis, waouh, mais tout le monde s'en fout, quoi. Et moi, je me suis dit, mais j'ai compris aussi leur douleur, j'ai compris aussi leur souffrance. Mais je dis, mais il faut que je sois fort pour eux aussi, alors. Moi aussi, il ne faut pas que je montre ma douleur. Moi non plus, il ne faut pas que je leur montre que j'ai mal, que je souffre, que c'est terrible ce qui vient de m'arriver. Donc je mets le masque du clown. Tout va bien, je vais bien. Eux, ils ne veulent pas me montrer leur douleur, et surtout, ils veulent me protéger. Et moi, je veux les protéger aussi. Donc on se protège tous les uns les autres. On n'exprime pas notre douleur, on n'exprime pas ce qui vient de nous arriver. Et donc, on va jouer ce rôle-là pendant 7 ans. Et il restait cette fameuse jambe gauche. Alors, est-ce que c'est mon côté optimiste? Je me suis dit, allez, ils vont la sauver, cette jambe-là. Elle est à moi, ils vont la garder. Et quelques jours plus tard, il y a une délégation de médecins qui rentre dans ma chambre. Ils défont les bandages, je vois mon tibia, une petite pointe noire, et ils m'expliquent que la moelle osseuse est brûlée, malheureusement, et on ne peut pas sauver la jambe gauche. Donc ils vont amputer de la jambe gauche en dessous du genou, c'est pour ça que là j'ai mon genou, et là j'ai pas de genou. C'est pour ça que là c'est une patte un peu raide, et là bien confortable. Et donc, à partir du moment où ils enlèvent cette jambe, là je tombe vraiment dans un trou. Mais vraiment, je ne veux plus vivre. J'ai plus le goût à vivre. Je dis, mais c'est pas possible. Ça s'arrête maintenant. Comment je vais pouvoir vivre à 26 ans alors que j'ai connu, avec des bras et des jambes, quelle va être ma vie après? Et donc, tout le monde tente sa chance pour essayer de vous ramener à la vie. Ma mère, mon père, mon frère, mon ex-femme, tout le monde tente sa chance. Même ma petite grand-mère, ma chère mamie qui vient me voir, elle dit, allez mon petit loulou, je te ferai de la banane écrasée quand tu étais petit, mélangée avec du blanc-blanc. C'était du fromage blanc. Ça n'a pas fonctionné. J'avais un psy à l'ancienne. Alors le psy à l'ancienne, c'est le calepin et le stylo. Et j'avais un chirurgien qui était très très dur au service des brûlés. Elle rentrait dans la chambre. Bon bah Philippe, désolé, on n'a pas raboté assez haut, hein. À tout à l'heure au bloc. Bon bah avale ça. Et après il y a le psy qui rentre. Ça va? Bah non. Puis après il parle plus, il est là. Quoi d'autre? Bah rien, bah attends. T'as envie de dire quelque chose? Bah non. Je pense qu'il voulait que je rentre dans ma phase de colère, que j'exprime ce que j'avais en moi, mais il n'y a rien qui pouvait sortir. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient tenter sa chance. Et il dit, écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Il y a ton petit garçon, Jérémy, qui t'attend. Et surtout, il y a ton petit bébé, Grégory, qui vient de naître. Il dit, tu ne crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de leur vie? Et là, ça m'a réveillé. Je dis, ouais, mais 2 petits gars, quoi. Mais 2 loups, quoi. Même si je suis un papa comme ça, je peux encore être un papa et dire, hé, va ranger ta chambre. Vous êtes d'accord avec moi, les gars? Ils disent non. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais décider de vivre. D'où le titre de mon premier livre, J'ai décidé de vivre. Que j'ai mis 4 ans pour l'écrire, parce que c'était vraiment un exutoire. Je l'ai écrit après les 7 ans de phase. Et donc, je vais quitter ce service des brûlés avec une patate d'enfer en disant, ouais, mes 2 petits loulous. Et j'arrive au centre de rééducation à Paris, dans le 94 à Valenton. Et je rencontre le médecin-chef, il voit qu'il manque quelque chose, il manque ma famille. Et là, le médecin-chef, il me dit, écoute, si on te prépare une chambre avec ton épouse et ton petit bébé, et ça te donnera de l'énergie dont tu as besoin. Je dis, bah ouais, au contraire, je serais vraiment heureux. Donc Grégory m'a rejoint avec sa maman, et Jérémy, bah, il avait de l'école, donc c'était vraiment un passage très dur pour lui. Il y avait une anecdote quand même qui est importante avec Jérémy. Il avait eu le droit de venir me voir à Tours, au service des brûlés, au bout de 3 mois. Parce que le médecin-chef voulait absolument pas qu'un enfant de 7 ans rentre dans ce service. Et un jour, il a eu le droit de venir. Donc on avait préparé une chaise comme ça pour qu'il soit à la hauteur de la vitre stérile. On m'a mis un cache-sexe, un drap sur moi, et le rideau s'est levé. Il a eu bien sûr les consignes de papy, hein, on ne pleure pas devant papa. Donc il y a un petit bonhomme de 7 ans derrière la vitre qui me regarde comme ça. Ça va mon papa? Je dis ouais, ça va mon garçon, ouais, ça va, ouais, ça va. Et là il dit, tu sais papa, quand tu viendras à la maison, il dit je t'aiderai à manger, tout ça, moi je serai très très fort pour toi papa. Et puis là il arrête de parler, il regarde l'infirmière qui était avec moi dans la chambre, il dit, excusez-moi, vous pouvez enlever le drap s'il vous plaît, parce que je suis venu voir mon papa. Parce que tout le monde m'explique comment il est papa maintenant.
Et je regarde l'infirmière, je dis, allez-y, enlevez le drap, il enlève le drap, puis lui, il reste toujours tout aussi fort comme ça. Il dit, puis maintenant, papa, je travaillerai bien à l'école, je te le promets, hein. Tu verras que j'aurai que des bonnes notes. Et puis, il y a maintenant quelques années, hein, il a eu bac plus 5, il a fait l'école de commerce. Et j'ai dit, c'est bon, maintenant, tu peux arrêter ta promesse, va bosser, hein, espèce de feignant. Donc voilà, c'était vraiment un moment très, très fort. Et quand j'arrive dans ce centre de rééducation, donc ma petite famille me rejoint et le médecin-chef me dit, écoute, Philippe, dans l'état où tu es, on pense que ton petit bébé marchera avant toi. Voilà, il y a encore beaucoup de chirurgie à faire. J'ai fait à peu près 100 heures de bloc opératoire les 3 premiers mois. Il me dit, on pense que ton petit bébé marchera avant toi. Et là, vous l'avez compris, c'est pas le genre de connerie qu'il faut me dire. Je dis, ok, ben on verra bien. Et surtout, il y avait les 50 ans de mariage de mes grands-parents, de ma chère grand-mère, qui étaient 5 mois après mon arrivée à Valenton. Et je dis, là, il faut que je marche pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. C'était mon premier objectif. Et vous allez voir, dans ma vie maintenant, après, je fonctionnerai en objectif tout le temps. Tout le temps un objectif à atteindre. Pas trop loin, pas trop près non plus, mais à atteindre un objectif, tout le temps. Pour avoir une envie de vivre, pour avoir continué quelque chose. Et donc, quand il me dit ça, ben, je dis ok, donc 2 heures de rééducation le matin, 2 heures l'après-midi. Je demande à mon épouse de me tenir les jambes, je fais du gainage, abdos-dorsaux, abdos-dorsaux, abdos-dorsaux. Et un jour, on m'avait fabriqué 2 grosses prothèses, des grosses prothèses monoblocs. C'est des prothèses pour vous mettre, tu sais, sur un plan incliné. Et on vous redresse de quelques degrés tous les jours. Tout doucement, on vous redresse pour que le sang remonte au cerveau, que tout se remette bien, et pour que, voilà, qu'on retrouve la station debout. Ça fait tellement de mois qu'on est assis ou allongé. Et là, à un moment donné, j'étais tout seul dans la salle et je trouvais le temps long. Je dis, ah, ça va pas assez vite leur truc, moi, il faut que je marche et tout. Et il y avait le bouton juste à côté de moi. Et j'ai appuyé sur le plan incliné, je l'ai mis tout de suite avec la verticale. Et moi, je fais... Je suis tombé dans les pommes, je me suis fait engueuler par les médecins, les kinés et tout. Non, mais faut pas que tu ailles trop vite, il y a un temps pour tout. Oui, c'est ça, il y a un temps pour tout. Moi, j'ai pas le temps, moi. Allez, on y va. Et 4 mois après mon arrivée, j'avais mon petit bébé qui était dans son landau. J'avais mis mes 2 grosses prothèses monoblocs, j'avais demandé à 2 kinés de me tenir, un à ma droite, un à ma gauche. J'essayais de trouver un équilibre tant bien que mal, comme ça. Et là, je me suis penché sur la gauche, penché. La jambe droite s'est soulevée, ça fait... Oh, j'ai fait un pas cette journée-là. Et j'ai regardé mon petit bébé, j'ai fait yes. Je l'avais battu. Après, on m'a démonté, je suis vite allé dans ma chambre, j'ai chialé toute la journée. Et un mois après, c'était les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Il y avait la grande salle des fêtes et toute ma famille qui était là. Personne ne savait que j'allais arriver. Le médecin-chef m'avait donné l'autorisation de sortir. Et là, ça faisait une grande porte comme ça. Et il y avait mon père à ma droite, mon frère à ma gauche. Et la porte s'est ouverte comme ça. Et juste en face de moi, pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents, il y avait mes grands-parents et surtout ma grand-mère. Et je suis arrivé devant elle en faisant comme ça. Parce que je ne savais pas trop bien marcher encore, je vais comme ça. Et là, je me suis dit, j'aurais dû être sponsorisé par Kleenex parce que j'ai vu toute la famille tomber en larmes et surtout ma chère grand-mère. Et je suis tombé dans ses bras en lui faisant des gros bisous. Et voilà, j'avais atteint mon premier objectif dans ma vie, qui était le plus important pour moi, c'était de marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Dans le centre de rééducation, je vais rester à peu près 18 mois, où il y a des bons souvenirs, de la franche camaraderie, il y a des passages durs. Mais le centre de rééducation, pour moi, c'est des bons souvenirs. Je vais rester 18 mois dans le centre de rééduc. Et après, je vais aller dans un nouveau centre de rééducation pour repasser mon permis de conduire. Puisque quand j'étais à Tours, au service des brûlés, à chaque fois que je regardais la télé, je voyais un ancien pilote de Formule 1 qui conduit une voiture. Je dis, papa, renseigne-toi, peut-être que je pourrais conduire. Papa, renseigne-toi, je veux les meilleures prothèses. Papa, renseigne-toi, je veux refaire de la plongée sous-marine. À partir du moment où j'avais décidé de vivre, il me fallait un maximum d'informations. Donc mon père me faisait venir les meilleurs spécialistes en disant, voilà, pour les prothèses, vous pouvez avoir ça, ça, ça et ça. Pour la plongée, c'était un peu dur à trouver parce que ça n'existait pas encore en 94. Un mec qui n'avait pas de bras et pas de jambes faire de la plongée, c'était un peu compliqué. Et donc, il m'amenait à chaque fois les meilleurs spécialistes. Et quand j'arrive au centre de rééducation de Carpap en Bretagne, j'ai rencontré mon mentor. J'ai rencontré l'homme qui a ouvert mon esprit. Parce que je m'étais ramassé quelques tôles au centre de rééducation à Paris. La première qui a été violente, c'est la première fois où j'ai eu le droit de sortir et j'avais été dans un centre de rééducation, dans un centre commercial, pardon, à Créteil-Soleil. C'était la première fois que je sortais du centre de rééducation. Je n'avais pas encore de fauteuil électrique, donc mon épouse poussait le fauteuil, tirait le landau, et on avait acheté une poussette que j'avais mise sur mes genoux. Le cirque d'air qui se déplace. Et là, je ne sais pas pourquoi, vous savez, dans ces grandes surfaces, il y a des pentes comme ça où le caddie se bloque. Et donc, je dis à mon épouse, je dis, viens, on va passer par là, ça va aller plus vite. Sauf que le fauteuil roulant, il ne se bloque pas. Il accélère. Et donc, le fauteuil est parti, le carton s'est mis en dessous, enfin, ça partait en sucette un peu l'histoire. Et là, il y a 2-3 messieurs qui sont arrivés. Il y a des 3 messieurs qui sont arrivés et qui m'ont aidé, qui ont ramassé le fauteuil et tout. Et là, il y a une dame qui est passée avec ses 2 enfants et son mari, et qui a eu une phrase, c'est la première fois que je sortais, et qui a eu la phrase qui dit, mais on ne devrait pas les laisser sortir, ces gens-là. C'est la première fois que je sortais, vous imaginez la claque monumentale que je me prends, mais je dis, waouh, je dis, c'est ça la vision du handicap encore aujourd'hui. Enfin, je ne connaissais pas le handicap à la rigueur, je m'en foutais royalement avant mon accident, pour être honnête.
Et là, moi je suis passé, je n'ai pas réagi, c'est les gens autour qui ont réagi par rapport à cette dame. Mais qu'est-ce que vous dites, madame? Voilà, c'était mon premier choc. Et donc quand j'arrive devant ce médecin-chef à Carpath en Bretagne, le mec il me dit, tu sais pisser tout seul? Je dis, on se dit pas bonjour d'abord, enfin je sais pas, ça pourrait être sympa quand même. Puis, ça pourrait être au moins le minimum. Il dit, je te pose une question simple, tu sais pisser tout seul? Bah, je dis non, j'ai besoin d'un coup de main. Bah, il dit, manger, tu manges seul? Bah, je dis non, j'ai besoin d'un coup de main. Mais t'as fait quoi à Paris? Bah, je dis des prothèses, enfin je marche, j'ai des prothèses de bras. Mais d'accord, mais en ergothérapie, bah, pas grand chose. Bon, il dit, t'es là pour 3 semaines. Dans 3 semaines, tu sauras pisser seul, tu sauras manger seul, tu sauras faire ça, 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 ça. Il m'avait fait une liste, le gars. M'habiller tout seul et tout. Enfin, il m'avait fait une liste incroyable. J'ai dit tout ça en 3 semaines. Il dit oui, oui, oui. Et tu auras ton permis de conduire à la fin des 3 semaines. Et après, il me dit, tu vois la porte là-bas, mon gars. Il y a marqué interdit. Va l'ouvrir. Je dis, mais pourquoi la porte? Mais moi, l'ouvrir, mais pourquoi vous voulez que j'ouvre cette porte? Il y a marqué interdit. Mais il dit, mon gars, mais t'es propriétaire de ta vie maintenant. Elle t'appartient. Fais ce que tu veux. Rien n'est interdit pour toi aujourd'hui. Fais ce que tu as envie. Et depuis ce temps-là, je l'ai écouté. J'ai toujours tout tenté. J'ai toujours tout essayé. Et bizarrement, ça fonctionne. Mais vraiment, ça fonctionne vraiment. Donc, je quitte ce centre de rééducation de Carpath, encore plein d'énergie. Je suis heureux parce que je vais retrouver ma famille, mes amis. Ça faisait 2 ans que j'étais pas revenu. Enfin, 2 ans. 2 ans de centre de rééducation, pratiquement. Et donc, je rentre à la maison et c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, Plus fort la vie, où je traite de la résilience et j'ai eu la chance d'avoir une préface de Boris Cyrulnik, parce que j'ai fait 2 conférences avec lui, c'est des conférences qui ont été extraordinaires. Et j'explique que le plus dur, c'est pas l'accident. Peut-être, sauf quand j'ai reçu ma facture EDF, mais ça c'est un autre détail. Le plus dur, c'est pas l'accident. C'est pas le centre de rééducation. C'est le retour à la maison. Il n'y a rien de pire. Au début, le premier jour, la famille est là, les amis. Le deuxième jour, la première semaine, le premier mois. Mais après, tout le monde reprend sa vie. C'est normal. Tout le monde a son travail, tout le monde a ses enfants. Votre épouse part au travail, vos enfants vont à l'école. Et là, vous dites bonjour à une amie. La télévision. Donc vous vous levez de bonne heure le matin vers 14-15 heures et vous vous couchez vers 3, 4 heures, 5 heures du matin. Vous êtes complètement décalé. C'est ce que j'explique dans mon livre, c'est ma phase gros con. Ma phase où tout est dû. C'est moi qui ai eu un accident. Donc c'est à moi qu'on doit tout faire pour moi. C'est normal. C'est moi la victime dans cette histoire. Vous savez, le fameux pays de victimes où on vit, tout le monde est victime de chacun, de l'autre, et c'est pas moi, c'est la faute de l'autre. Donc, pour moi, tout m'est dû. Donc, avec mon épouse, vous savez, quand vous êtes de 2 ans en milieu hospitalier, vous appuyez sur une sonnette, il y a une infirmière qui vient, une aide-soignante pour vous aider. Et là, moi, pour moi, l'infirmière et l'aide-soignante, ça a été mon épouse. Ça a été une erreur stratégique monumentale. Chérie, j'ai soif. Un verre d'eau. J'ai envie de faire pipi. Tu peux ramener le pistolet? Oui, mais tu peux aller aux toilettes. Non, 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 pistolet. Je suis dans mon canapé, je regarde la télé. Là, tu vois bien que... À manger? Bah bien, on va faire le repas de famille. Non, 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 je regarde la télé. Amène-moi à manger devant la télé, s'il te plaît. Voilà, j'existe plus. Je ne m'étais pas préparé, et surtout, on ne vous a pas préparé à sortir. Et donc, vous savez, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps dans une prison et c'est exactement le même processus. Le pire, c'est de ressortir et de retourner dehors et d'aller vers la famille. Et là, c'est une angoisse, mais un truc de fou. Hein. Et ça va durer pendant quelques années. Et donc, au bout de 7 ans, mon épouse me dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, je vais partir. Elle est partie. Et bizarrement, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est important dans le processus, dans mon parcours de vie. Il y a les phases de suicide. Je ne me suis pas accordé ma phase de colère tout de suite. Pourquoi? J'ai accepté mon handicap trop vite. À partir du moment où l'oncle de mon ex-femme me dit « Hey, t'es 2 petits gars », je dis « Ok, je fonce ». Et là, je ne m'arrête pas et pendant 7 ans, je vais taper comme un fou. Pour essayer, on a vécu des moments chouettes, hein. On est parti en voyage, on a vécu pas mal de choses. Même pour une fois, pour vous dire, je osais des choses. Une fois, j'ai écrit au président de la République, Jacques Chirac. Je lui ai dit « Bonjour, monsieur le président, voilà, je m'appelle Philippe Croizon, je n'étais pas connu ni rien. J'ai dit, j'aimerais bien venir manger avec vous un jour à l'Élysée. » Et il m'a répondu « Ok, on est en 1998. » Il m'invite à la Garden Party et je me retrouve avec toute l'équipe championne du monde de football. Avec Zidane, tout ça. Et juste parce que j'ai écrit une petite lettre, j'ai essayé. Donc voilà, puis après, ils m'avaient tous signé un ballon. Ils m'avaient tous signé un ballon, tous les joueurs, même le président Chirac avec marqué numéro 23. Je l'avais mis dans la vitrine à la maison, je l'avais fait voir à mes 2 garçons. Vous avez vu le ballon comme il est beau? Et le lendemain, ils ont pris le ballon, ils ont été jouer avec dans l'air mouillé. Si, c'est ma version, s'il te plaît. Parce qu'eux, ils disent que je leur ai donné l'autorisation. Mais bon, je veux bien, mais... Et donc, voilà, j'ai fait pas mal de choses comme ça, même pendant ces 7 ans, même si c'était difficile, on a vécu des choses assez sympas. Et donc, mon épouse se part et, vous savez, bizarrement, on se prépare. On se prépare à cet objectif, qui a aussi un objectif. Si elle s'en va, c'est à moi de partir. Donc, le jour où elle me dit ça,
le bouton on-off se met en route, c'est-à-dire, pof, c'est à moi de partir. Donc je reste calme. Je dis, chérie, tu peux mettre mes protèges, je vais aller conduire, je prends ma voiture, ça va me faire du bien. Je descends à l'épicerie du coin, je demande à l'épicier de m'acheter une bouteille d'alcool, je lui demande de me l'ouvrir, de me la mettre sur le siège passager. Je vais au bord de la rivière, je bois la bouteille d'alcool, et je veux déjà à l'époque aller nager. Mais alors marcher avec des prothèses, quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Mais alors quand on est bourré, alors là c'est encore pas possible, on va pas loin quoi. Donc j'ai fait quelques pas et je suis tombé dans l'herbe, on m'a récupéré, on m'a emmené en milieu psychiatrique. Là j'ai hurlé, j'ai crié, un jour, j'avais pas atteint mon objectif. J'ai commencé à plaisanter avec les résidents, à plaisanter avec la psy, et au bout d'une semaine elle m'a dit ok, c'est pas ta place ici, tu vas rentrer chez toi et tu vas être suivi un petit peu, et le jour même où je suis rentré, vu que j'avais pas atteint mon objectif, paf, je réattaque tout de suite avec des médicaments cette fois-ci. Mais j'ai commencé par les somnifères pour après attaquer la codéine. J'aurais fait l'inverse, je ne serais pas là en train de vous parler maintenant. Et donc, erreur stratégique là. Et là, je vais dormir pendant 3 jours. Et après, on va vraiment m'emmener au milieu psychiatrique. Et là, c'est moi qui vais demander un coup de main. C'est moi qui vais demander l'aide cette fois-ci. Je vais dire, ok, j'ai déconné, j'ai besoin d'un coup de main. Il faut que je retravaille sur moi. J'ai tout donné pendant 7 ans. Je ne me suis pas accordé de cette rage, cette haine qui est en moi. Et donc, on a travaillé pendant 1 an avec les psys, les infirmières psy. Mais quand moi, j'ai explosé, mon père a explosé, ma mère a explosé, mon frère, toute ma famille est partie en live. Tout le monde est venu voir le psy, on dit « Mais nous aussi, on a souffert. Il n'y a pas que lui. Nous aussi, on a pleuré. » Sauf qu'on a tous joué un rôle pendant 7 ans de « tout va bien, je vais bien ». Ne pas dire sa douleur, ne pas exprimer « pourquoi tu pleures pas, pourquoi tu as mal ». Non, surtout pas, il faut être fort. Mais quelle erreur. Mais quelle erreur, il faut le dire. Quand on a une peine de cœur, ou il y a un souci, ou alors un ami, à son épouse, à son époux, à quelqu'un qu'on aime fort, qui va peut-être pouvoir vous comprendre, mais au moins le dire, vider le sac, quoi. Et ça a été, voilà, l'erreur stratégique dont j'avais envie de vous parler, parce que, et très souvent, on me dit, mais c'est un geste égoïste d'avoir voulu faire ça, tes enfants. Mais quand on le fait, mes enfants, je les aime. Je sais que je suis en train de le faire, je sais que je suis en train de faire une connerie, mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas, c'est programmé, c'est juste incroyable. J'ai plus envie de ressentir cette sensation de toute ma vie parce que c'est une sensation terrible, horrible. On a même le sourire quand on le fait. Pour vous dire à quel point c'est juste dramatique dans le cerveau. Et ça, je l'explique un peu plus dans mon dernier livre. Et donc, je franchis ce parcours-là. Et je vais faire 1 an de travail avec les psys. Et après, il va me falloir encore 2 ans pour guérir de cette peine de cœur. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qui va être capable de m'aimer? Moi, un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes. Est-ce que je peux rencontrer une nouvelle fois l'amour? Alors j'ai tenté ma chance. On vit une époque formidable. Il y a Internet. J'ai été faire un tour sur Mythique. J'avais mis une photo, mais avec ma tête. Pas tout de suite, quoi. Vous voyez, le premier effet qui se coule et le deuxième effet après derrière. Et je discutais avec les dames et elles disaient « Ah, qu'est-ce qu'on y rigole bien avec toi? Qu'est-ce que tu es un mec sympa, j'aime bien ta philosophie de vie. J'aime bien comment tu parles des enfants. » Et au bout de 3 ou 4 semaines, la dame me disait « Mais si on se rencontrait ?» Oula. Bon, il y a un petit truc que je t'ai pas dit, pas grand-chose, hein, un petit détail. Je vais un léger accident, voilà, je suis une personne handicapée. Ça t'embête pas, hein? Bah, ça t'embête pas, enfin, réponds-moi, quoi. C'était fini. J'avais dit le mot fatidique, j'étais une personne handicapée. Donc je me suis dit, je vais le dire tout de suite, comme ça je serai débarrassé. Vous savez, un peu sur ces sites de rencontres, on choisit un peu ce qu'on veut. Vous savez, blonde à forte poitrine. Ah non, ça t'est pris par quelqu'un d'autre, ça déjà, je crois. Il y a, voilà, ça, ok, je coche. Et là, je vais passer une fiche, tout le contraire de ce que je recherchais, avec 3 enfants et tout. Je dis, oh là là, bon, j'ai quand même envoyé un message. Et vous allez voir que j'ai envoyé un message un peu con. Je lui ai dit, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un message complètement ridicule. J'ai dit là, mon gars, si elle répond à ça, t'es le roi du monde. Hein. Et elle m'a répondu. Elle m'a dit, bah écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Je dis là, mon gars, ça a mordu, t'as plus qu'à faire. Et là, j'ai remonté la moulinette et on a discuté pendant des jours et des jours sur Internet. Après, on s'est téléphoné. On a passé des nuits au téléphone. Un jour, elle est venue à la maison. Et après, elle est venue une autre fois. Et après, elle est revenue la 3e fois avec un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges. Normalement, c'est le garçon qui fait ça. Hein. Et elle m'a dit, écoute, je crois bien que je t'aime. Je lui ai dit, bah ça tombe bien parce que je crois bien que moi aussi. Et vous voyez, ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Susanna. Susanna a 3 filles, moi j'ai 2 garçons. On a aussi un chien bang, 3 chats, un cochon d'Inde et un poisson rouge. Tout est possible. Tout est possible. Pourquoi? Parce que j'ai essayé. J'ai osé aller vers les autres. Et ça a fonctionné. Et voilà, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble avec Susanna. Et il y a mon grand garçon là-bas, Jérémy, qui me dit, hey, papa, t'avais un vieux rêve. Tu voulais sauter en parachute, papa. Je dis, bah ouais, enfin ouais, d'accord, je t'ai trouvé un club à Royan, ils sont d'accord pour que tu sautes en parachute.
Donc j'étais faire mon saut en parachute à 4600 mètres d'altitude. Et en bas, il y avait tout un parterre de journalistes que j'avais fait venir pour le petit garçon que vous avez vu dans la vidéo, Théo Curin, qui a été amputé des 4 membres à l'âge de 6 ans à cause d'une maladie. Et sa maman m'avait écrit une lettre et j'ai mis 6 mois pour répondre à cette lettre. Et puis elle m'avait parlé de Théo, comme quoi il avait eu la maladie à l'âge de 6 ans, c'était la veille de son anniversaire, et que pour son anniversaire, il y avait un vélo et que le vélo était resté dans le garage. Et ça m'avait percuté et j'ai fait un salon du handicap à Nantes. J'ai vu un Allemand qui fabriquait des vélos pour personnes handicapées. J'ai été le voir, je lui ai dit, vous pouvez faire un vélo pour un enfant qui a 6 ans et qui est amputé des 4 membres. Il m'a dit, ok, je dis combien le vélo? Il me dit 12 000 € le vélo. Je dis, ok, c'est parti. J'appelle ses parents, il faut créer une association. C'est dur, il faut les convaincre. Association, pitié, demander de l'argent. Mais si vous ne vous en rendez pas compte que ça va coûter hyper cher, le handicap, il faut vraiment que vous fassiez ça pour votre petit garçon et tout. Et il crée l'association avant le saut en parachute. Donc j'appelle Jean-Luc Delarue, pas mal de chaînes de télévision. J'étais même pas connu encore. Hein. Et donc je dis, bah, je fais ce saut en parachute. En même temps, c'était facile de les faire venir. C'était la première fois qu'on voyait un poulet prêt à cuire sauter dans l'avion. Ah ouais, celle-là, elle n'est pas terrible, d'accord. Et donc, il y a une journaliste de France 3, après le saut en parachute, qui vient me voir, qui me dit, hey, Philippe Croison, vous avez fait un défi incroyable, vous avez sauté en parachute. Et en plus, pour votre petit garçon, là, qui est là, Théo Curin et tout, est-ce que vous avez un nouveau défi, une nouvelle aventure? Et là, je me suis arrêté et j'ai repensé à ce que j'avais vu sur mon lit d'hôpital quand je me suis réveillé et que j'ai décidé de vivre pour mes 2 garçons, Jérémy et Grégory. Ben, pour passer le temps, comme tout à chacun, le soir, dans la chambre d'hôpital, on regarde la télévision. Et un vendredi soir, j'ai regardé Thalassa. Il est passé où le film 18 ans plus tard? Sur Thalassa. Incroyable, non? C'est ça qui est chouette. J'adore ce coup du destin de... Je regarde un film, quand je me réveille, je regarde Thalassa, et je vois une jeune fille qui traverse la Manche à la nage, Marion Hans. Elle a 17 ans. C'est la 2e Française à réussir depuis 1875. C'est la 2e Française. Elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après pour traverser la Manche. Et moi, dans mon lit d'hôpital, je vois cette fille qui traverse la Manche, son équipe qui l'encourage. Allez Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Nage, nage, on est avec toi Marion. Je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Hein. Je n'ai pas été encore en centre de rééducation. Je regarde juste les images, je le vois devant moi, le dépassement de soi. Je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. Et moi, dans ma tête, je me dis, waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi, je ne traverserais pas la Manche à la nage? Je pense que j'avais juste oublié, en regardant les images, que j'étais devenu une personne handicapée. J'ai juste oublié. Et je dis, waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi, je ne traverserais pas la Manche à la nage? L'émission se termine, je dis, oh putain, il va y avoir du boulot quand même. Mais voilà, c'est pas un truc qui me harcèle, c'est juste rentrer dans ma tête. Pourquoi pas moi un jour? Des fois, j'en parle à ma famille, à mes amis. Ouais, c'est bon. Je me souviens une fois, j'en avais parlé à mon père, à Noirmoutier, en Vendée. On était à l'Herbaudière et on regardait l'île du Pilier au large. Et je dis, papa, peut-être qu'un jour, je traverserai la Manche à la nage. J'étais dans mon fauteuil électrique et mon père ne m'a pas répondu cette journée-là. Mais j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, oh merde, il n'a pas que les bras et les jambes qu'on cramé lui. Il lui y avoir un court-circuit là-haut. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il veut traverser la Manche à la nage. Mais t'as pas de bras et pas de jambes, pauvre garçon. Allez, viens, on rentre. Personne ne peut croire une histoire pareille. Personne. Et quand cette journaliste de France 3 me dit, alors Philippe Croison, c'est quoi votre prochain objectif? C'est quoi votre prochain rêve? Bah, je lui dis, bah, peut-être qu'un jour je traverserai la Manche à la nage. C'est un de mes rêves. Elle me dit, bah, en bonne journaliste qui se respecte, si un jour tu le fais, tu me le dis. Hein. Je vois là ma carte, tu m'appelleras. Je dis, oui, bien sûr. Allez, au revoir. Et je rejoins ma famille, je rejoins Susanna, je rentre à la maison. Je ne dis à personne que je viens de dire ça à cette journaliste. Et 4 mois plus tard, je reçois un coup de téléphone, le 19-20 de France 3, qui m'appelle, qui me dit, voilà Philippe Croison, il y a le président de la République qui va faire un discours sur le handicap, Nicolas Sarkozy. On aimerait bien que vous veniez sur le plateau pour réagir au discours du président. Bah, je dis, ouais, enfin, je veux bien, mais pourquoi moi? Enfin, j'étais pas connu ni rien, j'avais juste fait mon saut en parachute. Bah, elle dit, parce que voilà, on aimerait bien avoir votre expertise, votre expérience. Est-ce que vous voulez bien venir sur le plateau du 19-20? Bon, bah, je dis, ok, je vais venir. Donc le président de la République fait son discours, je réagis. Et à la fin de l'interview, la journaliste que j'avais vue sur le terrain d'aviation avait passé une information à sa collègue sur le plateau, mais apparemment pas une bonne information. Puisque la journaliste me dit, alors comme ça, Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à la nage? Hein? Et là, je vous jure, sur un plateau télé, c'est un volcan. Il y a un vieux tiroir qui s'ouvre, là, paf, plein de toiles d'araignée, plein de poussière. Il y a un mot qui sort de là-dedans, qui arrive à ma bouche, et je fais oui. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire oui, mais. Et là, je pars dans un délire total sur le plateau télé. Je dis oui, d'ailleurs, les ingénieurs travaillent sur les prothèses. Personne n'est au courant. Et là, la phrase qui va arriver derrière, je ne sais même pas comment elle est venue, parce que je connaissais personne dans ma ville ou dans mon département. Je dis d'ailleurs, il y a le département de la Vienne qui est à 100% derrière moi pour me soutenir. Il n'était pas au courant non plus. Hein. Et là, je sors du plateau télé. Il y a Susanna qui est derrière la caméra qui me dit, mais
Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Il me dit, mais c'est quoi la traversée de la Manche à la nage? Et là, je les regarde, je dis, je sais pas. Il m'a dit, comment ça, tu sais pas? Ben, je dis, non, j'ai vu ça il y a 14 ans à la télé, quoi. Quand j'ai eu mon accident, enfin, je sais pas ce que c'est. Ben, il dit, tu viens de dire à la télé que tu vas traverser la Manche à la nage? Ben, je dis, ouais, je sais, mais... Et là, dans mon deuxième bouquin, qui s'intitule « J'ai traversé la Manche à la nage », on rentre à la maison, j'ouvre l'ordinateur, et pour la première fois de ma vie, je tape « Traversée de la Manche à la nage », et là, je vois 34 km à vol d'oiseau, je dis « Oh la vache, je sais pas nager, moi ». Je vois température de l'eau, 14 degrés, taux de réussite chez les valides, depuis 1875, 10%. Ça s'appelle l'Everest de la natation. Pourquoi l'Everest de la natation? Parce que l'ascension de l'Everest et la traversée de la Manche ont commencé pratiquement à la même période. Et le taux de réussite est identique, à peu près 10%. Ceux qui grimpent l'Everest et ceux qui traversent la Manche. C'est pour ça que la Manche s'appelle l'Everest de la natation. Ça, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un petit peu peur aussi. Mais vous l'avez compris, mon mode de fonctionnement aujourd'hui dans ma vie, c'est j'ai une idée, je me renseigne, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Quand j'ai peur, ça veut dire qu'il y a déjà une partie de l'équipe qui est montée. C'est-à-dire que maintenant, c'est à l'équipe de trouver les solutions pour apaiser mes peurs. Donc, je rentre à la maison, je vois ça, la première personne à convaincre, c'est Susanna, je la regarde, je dis alors, est-ce que tu es d'accord pour m'accompagner dans cette aventure de traverser la Manche à la nage? Par amour, elle a dit oui, par ignorance aussi, et moi aussi, par ignorance totale aussi. Donc Susanna me dit oui, mon deuxième réflexe, j'appelle mon département. Je dis oui, bonjour, je m'appelle Philippe Croison, et là je tombe sur la secrétaire du président. Je dis bonjour, je m'appelle Philippe Croison, voilà, j'ai un rêve, je vais traverser la Manche. Elle dit non, non, je vous arrête, on vous a vu hier soir à la télé, oui. Déjà, ça commence bien, puis elle me dit, il y a le président qui veut vous parler. Ah, je dis direct, quoi. Elle dit, oui, j'ai la consigne, on savait que vous alliez nous appeler, le président veut vous parler. Je dis, bon, bah d'accord, alors c'est super timide, la pression monte. Je n'étais pas connu ni rien. Je dis, voilà, le président Berthaud, enfin, j'ai rencontré un homme extraordinaire. On peut critiquer les hommes et les femmes politiques autant comme on veut, mais il y en a qui font vraiment le job. Et lui, c'en était un. C'était un amoureux de son métier, un amoureux de sa politique et surtout un humaniste. Un humaniste extraordinaire. Je parle de lui maintenant comme ça parce qu'il a arrêté sa carrière. Et on est toujours en relation parce que c'était une rencontre forte, mais vraiment très très forte avec le président Berthaud. Et je l'ai au téléphone, je dis bonjour président, voilà, je m'appelle Philippe Croison, je vais traverser la Manche, il va falloir que je trouve des ingénieurs, que je finance des prothèses. Est-ce que vous croyez que mon département va pouvoir m'aider? Et là au téléphone, il me répond tout simplement, il dit bah je pense qu'on n'a pas trop de choix là. Voilà comment l'aventure a commencé. Ensuite j'étais voir mon héliosport de la ville de Châtellerault. Et je rentre dans son bureau, il me dit t'as besoin de quoi Philippe? Bah je dis accès à la piscine. Il dit ok, accès à la piscine illimité. Moi tout content, un petit lapin de 3 semaines qui vient de naître, qui ne connaît rien au sport, je commence à repartir, il me dit tu vas où? Bah je vais voir mon prothésiste qui me fabrique des prothèses puisque je peux aller à la piscine plein de fois. Il me dit mais attends, il dit un entraîneur. Ah je dis ouais un entraîneur ce serait bien, ça ferait déjà une belle équipe. Il m'a donné un entraîneur. Vous connaissez Philippe Lucas, l'entraîneur de natation? J'ai eu le même mais en fille. La même chose, Valérie Carbonel. Elle a eu un objectif en 2 ans, m'engueuler tous les jours. Mais tous les jours, je vous jure, c'était... Et donc, il y a Susanna, Valérie, mon département, ma ville. Là, je trouve l'ancien kiné de l'équipe de football qui est dans ma ville aussi. On m'explique qu'il est là, donc je vais le voir. Mon cardiologue, parce que j'avais fait 2 infarctus avant. Mon cardiologue, il me dit, non, tu traverses pas la Manche, toi. T'arrêtes tes conneries, tu vas retourner dans ton canapé et c'est point barre. Je dis, bah non, mais t'es avec moi ou t'es pas avec moi? Parce que moi, j'y vais. Bon, il dit, ok, j'ai compris, je suis avec toi, mais il va falloir préparer le cœur tout doucement alors. Je dis, ok, mais je vous écouterai. Donc j'ai mon entraîneur, je trouve aussi un préparateur physique, et j'appelle 2 nageurs longue distance qui ont réussi la traversée de la Manche. Je veux m'entourer des meilleurs, des winners, ceux qui ont réussi. Arnaud Chastry, avec qui j'ai relié les 5 continents après, et Jacques Tusset, qui habite ici dans le sud, et je vais m'entraîner aussi avec eux. Donc je monte cette équipe. Mon prothésiste m'a fabriqué 2 grosses enclumes, 2 grosses prothèses, qui faisaient 3 kg par jambe, avec de la mousse expansée à l'intérieur, avec 2 pommes Décathlon au caoutchouc au bout, enfin 2 grosses cochonneries. Et là, j'arrive à la piscine de Châtellerault, il y a une bonne partie de mon équipe. Et mon entraîneur, Valérie, elle me dit, Philippe, tu comptes traverser la Manche dans combien de temps? Moi, tout content, je dis, dans 1 an. Dans 1 an, je traverse, moi, je suis sportif de haut niveau, et dans 1 an, c'est bon, on traverse la Manche. Et là, elle me dit, écoute, 1 an, c'est pas possible. Là. Pour nous, tu vois, on en a discuté entre nous, peut-être 3 ans, voire 4 ans. Dans 3 ou 4 ans, tu traverses la Manche. Et là, moi, je la regarde, je dis 3 ou 4 ans, pour moi, c'est l'éternité. Je dis, d'accord, on coupe la poire en 2, dans 2 ans, je traverse. C'est vous, les professionnels. Je vous file le paquet, je faisais 15 kilos de plus qu'aujourd'hui. Je vous file le paquet, transformez-moi. Mais dans 2 ans, on traverse. Puisque je m'étais renseigné, il fallait réserver le bateau, il faut au moins 2 ans d'avance pour réserver le bateau, payer les Anglais, et ainsi de suite. Je dis donc, dans 2 ans, je traverse. Et là, mon entraîneur, elle me dit,
Écoute Philippe, fais-nous voir ce que tu es capable de faire, on verra. Et là, je me mets dans l'eau, Susanna me met mes grosses prothèses, je me mets sur le dos et je commence à battre un peu des pattes comme ça sur le dos. Et mon entraîneur, elle me regarde et dit, tu fais quoi là? Bah, je nage. Elle dit, non, mets-toi sur le ventre, Philippe. Je dis, oui, mais je ne sais pas, mets-toi sur le ventre. Je me suis mis sur le ventre, j'ai commencé à battre des bras comme ça. J'avance pas. Ah oui, bas les jambes, bas les jambes. Mon cœur commençait à battre la chamade. J'avais jamais fait le sport de ma vie. Enfin, j'étais un vrai sportif canapé, vous savez. La boisson gazeuse, le paquet de chips, et on engueule les joueurs de foot à la télé, quoi, le vrai. Et là, on me demande de faire, la piscine fait 25 mètres de long. Et là, j'ai mis une éternité pour faire 25 mètres. Je m'accroche au bord du bassin. Je suis complètement essoufflé. Je suis là. Et là, je vois la tête de mon entraîneur qui fait, mais tu veux traverser la Manche à la nage, toi? Et moi, je la regarde. Ouais, j'ai besoin de toi. Je veux vraiment traverser la Manche à la nage. Et là, Valérie, elle aura cette phrase qui m'aura fait super mal à l'instant T, mais elle me dit, écoute, c'est vrai que tu l'as dit à la télé. C'est vrai que tu as monté ton équipe. Mais je vais te donner une dernière chance. Rentre chez toi. Tu as encore le temps de rentrer chez toi. Même elle, mon entraîneur, elle n'y croit pas. Elle dit, non, c'est pas possible. Rentre chez toi. Et après, derrière le rentre chez toi, elle me dit, et je lui dis, non, j'ai besoin de toi, Valérie. J'ai besoin de mon équipe. Donc j'ai besoin de vous pour atteindre l'objectif. Et là, tout de suite derrière, elle me dit, alors dans ces cas-là, ne me demande pas d'être ton ami. On va le faire, on va essayer, mais je ne serai jamais ton ami. Parce que tu vas souffrir comme tu n'as jamais souffert de ta vie, mon gars. Tu as connu le centre de rééducation, tu as connu la douleur, mais là, tu vas savoir ce que c'est que des sportifs de haut niveau. Je dis, bah écoute, on verra bien, mais... Et on a commencé les entraînements. Le premier mois, j'ai nagé une demi-heure par jour. Au bout d'un mois et demi, je nageais 1 heure par jour. Et au bout d'un mois et demi, tout a pété. Petit, moyen, grand fessier, psoas, les épaules, tout était en tendinite. Tout avait explosé, j'avais perdu 12 kilos en 1 mois et demi de temps. Tellement je nageais que je... Et le kiné m'arrête, 1 mois et demi d'arrêt, rétablir les tendinites de partout, avec j'avais des poids accrochés de partout, avec de la glace partout sur moi, j'étais comme ça, on me tirait dans tous les sens pour casser les tendinites. Et au bout d'1 mois et demi, on m'a remis les prothèses, on m'a rebalancé à la flotte, et là j'ai repris les entraînements. Après, au bout de 3 mois, j'arrivais à atteindre 3 heures de nage, et mon corps ne pouvait pas aller au-delà de 3 heures de nage. Il ne pouvait pas aller plus loin. Je tombais dans les pommes dans l'eau, je vomissais dans l'eau, je m'endormais dans l'eau, on me ramassait, pof. On appelait Susanna, viens le chercher, il est cuit. Et le lendemain, je revenais, je recommençais, au-delà de 3 heures, pof, le corps s'arrêtait. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, peut-être que si j'allais en mer, ce serait peut-être une autre sensation, que je connaisse au moins la mer, nager avec ses prothèses en mer. Et vous l'avez compris, il faut oser les choses. Alors j'ai écrit au ministre de l'Intérieur. C'était Brice Hortefeux à l'époque. Bonjour monsieur le ministre, je m'appelle Philippe Froison, voilà, j'ai un rêve, je veux traverser la Manche à la nage. Est-ce que vous voulez bien me prêter les gendarmes en Charente-Maritime avec le bateau, puis c'est par la même occasion, vous avez l'hébergement et la nourriture pour mon équipe, ça m'arrangerait. C'était pas tout à fait écrit comme ça, mais c'est ce que je lui ai demandé. Et 15 jours après, j'ai reçu une lettre positive. J'étais hébergé à l'île de Ré et j'ai eu 2 fois 15 jours avec les gendarmes en Charente-Maritime, avec toute l'équipe, le bateau et tout. Et la première semaine, si vous connaissez un peu La Rochelle, en sortant du port des Minimes, il y a le phare du Richelieu qui est rouge. Et un tout petit peu plus loin, il y a le phare du Lavardin. Et pour atteindre ce phare, il faut juste un tout petit peu plus de 3 heures de nage. Et cette première semaine, je me suis battu comme un fou. Je voulais atteindre ce bon Dieu de phare et je n'ai jamais atteint le phare. Et le chef des gendarmes est venu me voir après, il me dit, écoute Philippe, on voit bien que tu t'entraînes, on voit bien que... Mais il faudrait que tu revoies ton objectif, mon gars, quand même. Tu te rends compte que tu veux traverser la Manche à la nage? Enfin, et là, moi, en général, quand on me dit ça, ça me remotive encore plus, ça me donne encore plus d'énergie. Je dis, ok, c'est ton opinion, mais tu vas bien voir, on verra bien, on va y aller. Et là, je reprends les entraînements à Châtellerault, et vous savez, Valérie, elle avait un petit morceau de fer à la main. Et quand mon cardio ralentissait ou que ça allait pas bien, j'entendais ding, 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 ding. Alors moi, je nageais, j'étais là, ouais. Ding, 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 ouais, ok. Ding, 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 ouais, ok. Et le soir, vous allez vous coucher, vous entendez ding, 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 ah. Et au bout de 6 mois, il n'y a pas eu de ding, ding, ding. Je dis, waouh, je dois être super bon. Le 2e jour, il n'y a pas eu de ding, ding, ding. Et le 3e jour, Valérie a trouvé le courage dont on a eu besoin. Elle est venue me voir, elle me dit, écoute Philippe, faut que je te parle. On a pris une décision. L'équipe s'est réunie sans toi. On a discuté très longtemps et on a pris une décision, on va arrêter. Ça fait 6 mois que tu t'entraînes. Tu vois bien qu'au bout de 6 mois, tu n'arrives pas à franchir la barrière des 3 heures, ton corps ne peut pas aller plus loin. Tu n'as jamais été sportif de ta vie. Tu tombes dans les pommes dans la flotte et tout. On ne veut pas qu'il t'arrive du mal. On veut que tu comprennes qu'il faut que tu arrêtes. Et là, vous savez, c'est un peu comme le manager. Comment expliquer? Enfin, à ce moment-là, je veux faire comprendre à mon équipe, quand moi, j'allais pas bien, mon équipe me remontait le moral. Et quand mon équipe n'allait pas bien, c'est moi qui leur remontais le moral. Il y avait vraiment un partage à chaque fois. Et là, cette fois, ils s'étaient réunis sans moi. Il n'y a pas eu de discussion.
Ils voulaient prendre une décision collégiale entre eux, mais ils ne connaissaient pas ma réaction, ils avaient peur de ma réaction. C'est pour ça que mon entraîneur a mis 3 jours pour venir me voir et trouver le courage de venir me dire qu'on va arrêter. Vous savez, très souvent, je fais des conférences en entreprise et je parle avec les managers et je vois des managers dans des états, mais alors, lamentables. Quand je dis lamentable, mais c'est vraiment terrible. Le chef d'entreprise va donner une mission au manager, le manager qui a peu de pédagogie ou alors l'objectif est tellement violent qu'il ne sait même pas comment gérer son équipe, il les emmène comme un fou furieux, sans échange, sans partage, sans communier les uns avec les autres. Et des fois, je vais vous dire, mais je vous jure que c'est réel, je fais des conférences ou des séminaires, et des fois, il y a le manager qui vient me voir et qui me dit, au bout d'1 heure ou 1 heure et demie, ou au bout de 2 jours, quand on a communiqué tous ensemble, il vient me voir, mais c'était quoi le message? Je dis, comment ça, c'est quoi le message? Je dis, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as retenu de ce que je t'ai dit? Ben, il dit, ça et ça. Ben, je dis, voilà, tu as retenu quelque chose. Il dit, oui, mais si le chef d'entreprise me pose la question, je lui réponds quoi, moi? Ben, tu lui réponds ce que tu viens de me dire. Les mecs étaient tellement en panique, je vous jure que je rencontre des gens comme ça. Et là, quand mon équipe me dit, on va arrêter, on veut que tu t'arrêtes, je reste calme, je dis, Valérie, je respecte votre décision. Mais votre décision, vous la prenez dans 2 mois. Je dis, d'abord, je veux tous vous voir, on va discuter. Donc, je réunis mon équipe et je dis, votre décision, je la comprends. Je la respecte, je vois bien, même moi, que j'arrive pas à franchir les 3 heures. Mais là, les ingénieurs m'ont filé mes nouvelles prothèses. Je passe de 3 kg à 700 grammes par jambe. Je vais avoir mes nouvelles prothèses. Laissez-moi partir en vacances pendant 2 mois. Je pars 2 mois en vacances au Portugal. Et quand je reviens du Portugal, là, je me remets à l'eau, vous regardez, et je respecterai votre décision. Mais pas avant. Je pars 2 mois au Portugal, je m'entraîne comme un fou. La première semaine, je suis un peu désorienté, je suis perdu parce que j'arrive pas à trouver mes marques en mer avec ces nouvelles prothèses de 700 grammes par jambe. J'appelle mon entraîneur, j'ai hello Valérie. Je dis ouais, j'arrive pas à trouver mes marques, mes repères et tout. Et puis là, elle me dit, je retrouve mon entraîneur au bout du fil. Tu m'as dit 2 mois, au revoir. Bon, bah d'accord. C'était mon coach. Hein. Un coach, il n'est pas là pour rigoler, un coach. Hein. Je vous disais, il y a vraiment le partage, qu'il y a vraiment l'équipe, mais le coach, lui, c'est vraiment le coach. Comme tout préparateur, comme tout entraîneur. Hein. Regardez Philippe Lucas, quand il a quelqu'un dans les mains, il l'emmène à la victoire. Dès que son nageur est fatigué, il veut un autre entraîneur qui est un peu moins dur, bah, le nageur, ses performances, ça se casse la gueule, hein, tout simplement. Donc voilà, je fais ça, je m'entraîne pendant 2 mois au Portugal et j'arrive à Châtellerault. Je sais ce que je suis capable de faire en revenant du Portugal. Mon entraîneur arrive au bord du bassin, il me dit Philippe, c'est 3 heures. J'ai fait les 3 heures, je m'accroche au bord du bassin, je dis alors on y va. Hein. Et là, elle me dit on se voit demain. Je dis mais Valérie, je ne veux pas pouvoir dormir, on se voit demain. À demain. Je rentre à la maison, le lendemain je reviens, elle me dit aujourd'hui c'est 4 heures. Vous vous rappelez que mon corps ne dépassait pas les 3 heures, je fais les 4 heures, je m'accroche au bord du bassin, je dis alors on y va. Hein. Et là, elle me dit on se voit demain. Je dis mais Valérie, c'est pas possible, on se voit demain, tu manges, tu dors, à demain, 8 heures dans l'eau. Vous savez, on prépare le physique, mais on prépare aussi le mental du nageur. Savoir jusqu'où il va être capable d'aller le gars. Et le lendemain quand je reviens, elle dit aujourd'hui c'est 5 heures. C'est ce que je faisais au Portugal, 5 heures de nage à la fin. Je fais mes 5 heures, je m'accroche au bord du bassin et là je vois Valérie, Susanna, mon préparateur physique, le kiné, une grosse partie de l'équipe et tous d'une même voix, ils m'ont dit bon mon gars, il y a encore 1 an et demi de boulot, il y a encore du taf derrière, on va taper dedans. Et on était reparti pour 1 an et demi de travail. Quand je vous dis 1 an et demi de travail, c'était des entraînements de fou. Enfin, je nageais dans la piscine de 25 mètres que l'hiver. L'automne, le printemps, l'été, c'était dans le lac de Saint-Cyr, un lac près du Futuroscope qui fait 4 km de circonférence. Et moi je nageais dans ce lac, des fois il faisait 0 degré, tombait de la neige. Susanna faisait le tour avec le fauteuil électrique pendant 7 heures, je tournais là-dedans. Et Susanna faisait le tour avec le fauteuil électrique pour m'apporter du thé chaud, toutes les 30 minutes pour me réchauffer. Et elle était transit froid, la pauvre. Elle me démontait, elle me remontait, elle me ramenait à la maison. Les enfants, ils m'appelaient Playmobil en avant les histoires. Et des fois, même Susanna, pour l'anecdote, elle faisait le tour du lac avec mon fauteuil électrique et les gens de l'arrêtaient disaient bah, qu'est-ce qui vous est arrivé, ma brave dame? Puis elle disait bah, moi, rien, c'est mon mari qui nage. C'est normal, quoi. Un truc bizarre. Mais... Les derniers entraînements que j'ai faits, c'était à Noirmoutier en Vendée, là où j'ai passé toute mon enfance, toutes mes vacances. Mon entraîneur m'a dit écoute Philippe, il faut que tu fasses une nage de 12 heures pour que tu aies un pic de fatigue monstrueux et qu'un mois après, pour la traversée de la Manche, tu aies un pic de forme super. Que tu sois en haut de la pointe et que tu traverses la Manche. Donc on va en Vendée à Noirmoutier. Et puis avant de faire les 12 heures, elle m'a dit tiens, aujourd'hui, ce serait bien que tu fasses 5 heures. Et vu que je m'étais entraîné avec les gendarmes en Charente-Maritime dans des conditions terribles, avec des vents de force à 5 à 6, avec des creux de plus de 2 mètres, il fallait que je m'entraîne dans toutes les conditions de mer. Là, c'était rock'n'roll, hein. Ça, je vous jure, le masque, il se barrait, je le remettais. C'était des vagues courtes, je tombais dedans et tout. Et au bout de 3 heures, je devais faire 5 heures. Je devais faire 2 heures de jour et 3 heures de nuit. Et au bout de 3 heures, tout l'équipage était malade à bord du bateau. Susanna, mon entraîneur, les 2 gendarmettes étaient en train de vomir par-dessus le bateau.
Et les deux mecs m'ont dit, allez stop, on arrête, tu remontes à bord, l'équipage n'est pas bon, il n'y a plus la sécurité, on rentre. Et là, donc, avant les 12 heures à Noirmoutier, 3 jours avant, mon entraîneur a dit, aujourd'hui, tu vas faire 5 heures en mer. Et on va à la capitainerie, et la capitainerie dit, on ne sort pas, il y a tempête, on ne peut pas sortir. Et mon entraîneur, elle me dit, bah viens, on va à la plage. Je dis, on va à la plage? Je dis, on va faire des pâtés de sable. Elle dit, non, tu vas nager pendant 5 heures dans les rouleaux, là. Je dis, 5 heures dans les rouleaux? Mais je dis, ça va pas ou quoi? J'ai dit, si, 5 heures dans les rouleaux, nage. Et là, je suis parti là-dedans, j'avais plein d'eau de mer et tout, j'avais l'œsophage complètement brûlé par l'eau de mer. Et au bout de 4h55 minutes, je m'étale sur la plage, complètement cuit, tellement que ça remuait dans tous les sens. Et là, je vois mon entraîneur avec 5 doigts tendus qui me regarde et dit, il reste 5 minutes. Je dis, quoi, 5 minutes? Il reste 5 minutes, dégage. Je suis reparti pour 5 minutes. Vous savez, quand vous avez un entraîneur qui est très très dur comme ça, qui a un objectif de fou aussi, il faut être honnête. Vous imaginez la pression pour elle qu'on lui a mis sur les épaules, d'emmener un mec comme moi, qui n'avait pas de bras et pas de jambes, qui était gras comme un petit lardon, et qu'il fallait le transformer. La pression était monumentale pour elle. Et là, elle me dit 5 minutes. Je repars pour 5 minutes, et quand vous avez un entraîneur comme ça, vous attendez le petit carré de sucre, la caresse, la petite bise qui vous dit « Ouais, c'est bien, tu as fait un super entraînement, je suis fier de toi. » Cette journée-là, je l'ai eu. Je crois bien que c'était la seule journée où je l'ai eu, je crois bien. Et ça a duré 10 secondes. C'est bien, tu as fait un super entraînement. 10 secondes après, quand tu traverseras la Manche, tu t'arrêteras 5 minutes avant les côtes. Quand je te dis c'est 5 heures, c'est 5 heures. On rentre. Et 3 jours après, je devais faire les 12 heures. Je pars du port de l'Herbaudière. Les pêcheurs partent au large pour aller à la pêche. Moi, j'ai 3 bateaux. J'ai mes parents qui sont là, quelques amis. Je me mets à l'eau à la sortie du port de l'Herbaudière. Je vais direction Pornic. Je traverse la baie de Bourgneuf avec le courant et tout. Je fais demi-tour. Et quand je reviens, la nuit est tombée pratiquement. Et là, j'ai fait Noirmoutier-Pornic en 10 heures. Et là, c'était assez bizarre parce que je n'étais pas connu ni rien. Et les gens, le bouche à oreille sur le port, dans le camping qui était à côté, les gens avaient appris qu'il y avait un mec qui n'avait pas de bras et pas de jambes, qui était en train de traverser la baie de Bourgneuf à la nage. Et quand je suis arrivé sur le port, il y avait pratiquement entre 200 et 300 personnes sur le port qui faisaient la fête. Les gens hurlaient « Ouais, c'est le gars, bravo, bravo !» Les plaisanciers faisaient sonner leur trompette de bateau et tout. Ils avaient allumé des fumigènes et tout ça. Mes parents sur les bateaux, tout le monde criait « Ouais, il a réussi! Ouais, trop fort! Ouais, on est trop contents !» Et d'un coup, à l'entrée du port, j'ai entendu un hurlement dans la nuit. « Stop !» J'ai pas dit 10 heures. J'ai dit « Je veux qu'il nage 12 heures. » Faut qu'il tourne en rond pendant 2 heures à l'entrée du port. J'ai tourné en rond pendant 2 heures à l'entrée du port. Et les gens qui étaient sur le port, mais pourquoi il ne rentre pas? Qu'est-ce qu'il fait? Ben non, il fallait que je nage 12 heures. Et au bout de 12 heures, après, on est rentré. Et on est rentré après à la maison. Vous savez, en 2 ans de temps, on a fait 4000 km de natation. 4000 km de natation, ce que mon coach m'a tout noté, en 2 ans, pour atteindre un objectif, le 18 septembre 2010. Il est 3 heures du matin, je suis en Angleterre. Il y a mon grand garçon, Jérémy, qui me réveille, qui me fait mes premiers étirements, je ne suis pas content. Je le regarde avec un air pas très heureux parce que j'avais dit que je voulais aucune émotion. Ne pas me faire de surprise, ne pas pleurer, ne pas craquer à l'instant T. Il me regarde, il dit « Pardon papa, mais je voulais être là. » Je dis ouais, « Vas-y, entraînement. » Après, il me fait un gros bisou. Il repart du côté français, rejoindre la famille, des amis. On descend direction le bateau. À bord du bateau, il y aura bien sûr Susanna qui a tout donné. Parce que dans le livre, il y a mon dépassement de soi, il y a le dépassement de soi de Susanna, mais il y a surtout le don de soi. Elle m'a offert sa vie pendant 5 ans pour que je puisse réaliser mes rêves. Et donc, il y a Susanna, il y a mon entraîneur, Valérie, il y a Jacques Tussé, le nageur longue distance, Arnaud Chassery, avec qui je me suis entraîné, avec qui j'ai profité de leur expérience, le docteur pour ma sécurité, et l'huissier pour constater que personne ne me touche et que je fais la traversée dans les règles, et les 2 pêcheurs anglais avec leur bateau. Et on se dirige vers la plage de Sampire Haut. Arnaud me donne ses derniers conseils, et moi, à partir de ce moment-là, pas un mot ne va sortir de ma bouche. Mais pas un mot. Plus rien ne sortira de ma bouche. Si je parle, je vais craquer, je vais pleurer. Donc je ne peux pas parler. Je sais que c'est mon moment à moi, et que si je réussis, je vais changer ma vie. Mon changement de destin, il est là, il est maintenant. Et donc Jacques me donne ses derniers conseils, Arnaud me donne ses derniers conseils, et Valérie, je pense, dans un dernier instant, je pense qu'elle voulait se protéger peut-être elle, ou moi me protéger. Elle vient me voir, elle me dit « Philippe, même si tu ne vas pas au bout, ce que j'ai fait avec toi en 2 ans, je suis super fier d'avoir fait avec toi. » Et là, c'est de l'émotion ce qu'elle est en train de me dire. Mais je dis « Mais t'es pas bien, j'étais pas bien. » Je dis « Non, 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 non. » Pas, je me renferme. Et je refais descendre la boule d'émotion. Pour ne pas craquer, j'avais fait 4 mois de sophrologie. Pour apprendre à gérer mon émotion, ne pas craquer, ne pas pleurer maintenant à l'instant T. Donc refaire descendre la boule d'émotion. On me met dans un drap, on me dépose dans l'eau délicatement. Et je nage direction la plage de Sampire Haut. Si vous êtes du côté français, et vous regardez bien entre Douve et Folkestone, vous voyez bien ces grandes falaises blanches. Et pile au milieu, vous verrez une immense antenne. Et bien en bas de cette antenne, par temps clair, on la voit très très bien.
c'est la plage de Sampaio. C'est la plage où partent tous les nageurs du monde entier qui viennent tenter leur chance pour traverser la Manche à la nage. Je pose mes fesses sur la plage. Susanna prend la corne de brume. Elle allume le téléphone portable pour que tout le monde entende du côté français. Il est 6 heures pile. L'huissier déclenche le chrono. J'entends « Pop !» C'est maintenant, mon gars. Nage. Vitesse du courant dans la Manche, 12 km/h. Ma vitesse de nage, 2,5 km/h. Je suis un petit morceau de paille qui se dirige vers la mer du Nord à une vitesse incroyable. J'arrive pas à m'extraire du courant des côtes anglaises. Le courant est tellement fort que mes pulsations cardiaques montent à 160, 170, alors que je me suis entraîné pendant 2 ans à 120, 130. Ne pas dépasser 120, 130. J'ai une distance phénoménale à faire. Je ne dois pas... Et là, pendant 1h30, mes pulsations cardiaques montent à 160, 170. Toutes les 30 minutes, je m'arrête pour ravitailler, pour boire et faire pipi en même temps. Ça aussi, c'est un entraînement. Il n'y a pas que les canards qui peuvent le faire. Ça aussi, on apprend à le faire. Vraiment, c'est très, très difficile. Mais pourquoi? Parce que j'avais que 30 secondes d'arrêt. On avait calculé. Je vous jure qu'en 2 ans, on a tout testé. La nourriture, qu'est-ce qui brûle l'estomac, qu'est-ce qui te fait vomir, comment tu vas nager. En 2 ans, tout est prêt. Je vous jure que Susanna, elle a une feuille où tout est écrit à la demi-heure près pour la traverser. Tel produit énergétique, tel truc, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Tout est noté. Il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de truc, on va essayer le jour J. Et toutes les 30 minutes, je ravitaille, je vois mes pulsations cardiaques exploser, je vois toute mon équipe avec un large sourire. Ouais, t'es super bon là, continue. Alors que je sais que je suis en train de griller toutes mes cartouches. Et au bout d'1h30, j'arrive à m'extraire du courant et je prends mon rythme de croisière à 120, 130. Et là, je vais commencer à compter. Pendant toute la traversée, je vais compter pour ne pas penser, ne pas réfléchir, ne pas avoir d'émotion. Des fois, je pensais à mes premiers 25 mètres à la piscine de trop. La boule d'émotion montait. Non, 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 pas maintenant, sophrologie, respirer différemment. Et le docteur à bord qui dit à Susanna, « Hey Philippe, il respire pas normalement. » Susanna lui dit, « Non, mais c'est normal. Il est en train de respirer différemment parce qu'il doit avoir une boule d'émotion qui a dû monter. » Où je pensais à mes 2 garçons, Jérémy et Grégory, qui m'attendaient de l'autre côté. Oh, « Non, non, pas maintenant. » Alors pour éviter ces boules d'émotion qui arrivaient de temps en temps, bah, j'ai compté. Et j'ai pas pensé. 1, 2, 3, je regarde le bateau. 1, 2, 3, je regarde le bateau. 1, 2, 3. Tiens, Susanna est derrière. 1, 2, 3. Tiens, elle est passée devant. 1, 2, 3. Oh là, discute avec l'huissier. 1, 2. Voilà. Ne pas penser. Compter. Toujours compter. Écouter son corps. Qu'est-ce qui va pas? Ça va, hop, ça va mal à droite, nage un peu plus à gauche. Voilà, c'était une concentration maximum pendant toute la traversée. Et vous savez, Susanna, elle avait un petit serre-tête, elle avait son bonnet parce qu'il faisait très très froid. Elle avait un bonnet et elle avait un serre-tête avec 2 petites coccinelles qui se battaient en duel au-dessus, avec 2 petites antennes. Et c'était notre code. Tant qu'elle avait le serre-tête sur la tête, ça veut dire que tout allait bien. L'huissier n'allait pas m'arrêter, le docteur n'allait pas m'arrêter, ou les 2 pêcheurs anglais n'allaient pas m'arrêter. Il n'y avait pas de discussion qui risquait de m'arrêter à bord du bateau. Donc c'était notre code. Donc à chaque fois, toutes les 30 minutes, pendant 30 secondes, j'arrivais, je buvais, Susanna, ok, le coach, qu'est-ce qu'elle dit, ok, ouais, c'est bon, je l'ai, et je repars. Et arrivé au milieu de la Manche, bah, j'ai des coliques, ça commence, je suis en train de vomir, j'avais de l'eau de mer, je suis pas bien, je suis en train de me refroidir, il y a le premier poteau noir qui est là, et je suis en train de ralentir. Et je ralentis, mes pulsations cardiaques descendent à 100 pulsations. Et je continue à descendre. Et là, mon équipe me gueule dessus. Mais c'est à ce moment-là qu'arrive le fameux dépassement de soi. Et il n'arrive pas tout seul. Vous l'avez compris au début, avec Susanna, on est 2 dans l'aventure. Il y a Susanna et moi. Après, il y a les élus qui m'ont accordé leur confiance. Et il y a les chefs d'entreprise. Imaginez, mon budget de la Manche était 40 000 €. Il fallait que je paye 2 jeux de prothèse, 12 000, ça faisait 24 000 €. Les entraînements dans le sud, les entraînements dans le nord. Payer les Anglais, 5 000 € pour traverser la Manche. Tout ça, j'ai réussi en ayant des chefs d'entreprise avec moi, parce que imaginez quand vous appelez une entreprise et vous tombez sur la secrétaire et vous lui dites « Bonjour, je m'appelle Philippe Croizon, voilà, j'ai un rêve, je veux traverser la Manche à nage, je recherche des sponsors. Waouh, c'est un beau projet. Bon, un détail, j'ai pas de bras et pas de jambes, mais je suis en train de devenir sportif. Ok, envoyez un mail. » On l'envoie le mail, hein. Mais il n'y a jamais de réponse. À chaque fois que j'ai eu une réponse, c'est quand j'ai eu la chance de rentrer dans le bureau du chef d'entreprise et de lui dire « Hey, sois avec moi, tu vas voir qu'on va y aller, on va traverser la Manche ensemble. Et toute ton équipe va être avec moi dans l'aventure. » Et quand je suis au milieu de la Manche et que je ne suis pas bien, je suis malade, déjà moi je me dis « Hey, tu ne peux pas te décevoir Philippe, tu n'as pas fait tout ça pour ça. Tu ne peux pas décevoir Susanna, tu ne peux pas décevoir ton équipe. Et tu ne peux pas décevoir tous ceux qui t'ont fait confiance. » À la fin du projet, il y a pratiquement 200 personnes qui avaient travaillé sur le projet. Les ingénieurs, les gendarmes en Charente-Maritime, je vous dis, les élus, les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont travaillé au début avec moi. Je vous promets, à chaque fois dans chacune de mes aventures, 99% des gens vous disent « Mais non, c'est pas possible. » Et il y a 1% qui y croit. Et ce 1%, il vous emmène à la victoire. Seulement 1%. Parce que personne ne peut croire à une histoire pareille.
Et donc, quand je suis au milieu de la Manche, je suis pas bien, c'est tous ces gens qui me gueulent dessus. Hé mon gars, on t'a fait confiance. Et là, dans ma tête, je revois les images de Mario Hans, avec son équipe qui l'encourage, que j'avais vu à la télévision plusieurs années auparavant. Allez Mario, nage, nage. Et d'un seul coup, j'entends mon équipe qui crie, allez Philippe, nage, nage, c'est normal, t'as froid. Tu vas reprendre, reprends ton rythme, remonte à 120 pulsations par minute. Remonte, 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 remonte. Et là, je reprends mon rythme. Et je veux aller au bout. Et là, ça faisait 13 heures que je nageais. La nuit était tombée, une nuit noire sans lune. Et pour ceux qui connaissent le Nord, entre le Cap Griné et le Cap Blanc-Nez, il y a 20 km de plage pour que j'arrive. 20 km de plage. Et bien le courant, la marée a décidé de m'emmener où? En plein sur le Cap Griné, en plein dans les roches, en plein sur la falaise, avec la tempête qui se levait. Il y avait une grosse tempête qui pointait le bout de son nez. Et une nuit noire sans lune. Et j'arrive à mon dernier ravitaillement. Je ne savais pas que c'était mon dernier ravitaillement. Je me souviens une fois, j'avais demandé à mon équipe combien de temps il reste. Combien de temps encore? Il faisait encore jour. Et là, ils ne m'ont pas répondu. Ils ont tous tendu le doigt vers la France. Ils m'ont tous dit tais-toi, nage. Parce que je voulais aucune information. Rien ne devait polluer mon cerveau. À un moment donné, même s'il m'aurait dit allez Philippe, il te reste 3 heures, mon cerveau aurait enregistré 3 heures. Et s'il aurait fallu 5 heures, mon cerveau n'aurait pas fait les 2 heures de plus. Il aurait dit hop, 3 heures, c'est fini, on arrête. Donc c'est pour ça que je voulais aucune info. J'ai jamais regardé les côtes anglaises quand je suis parti. J'ai jamais regardé les côtes françaises quand je suis arrivé. J'avais un objectif, nager. Ce que j'avais appris en 2 ans. Et au bout de 13 heures de nage, c'est mon dernier ravitaillement. Comme je vous dis, je ne savais pas que c'était le dernier. Je m'accroche, je bois, je regarde Susanna. Elle a plus le serre-tête. Il n'y a plus les 2 petites coccinelles qui se battent en duel. Et là, il y a mon entraîneur qui me dit Philippe, c'est fini mon gars. Il y a l'huissier qui veut t'arrêter, le médecin et les 2 pêcheurs anglais, ils veulent t'arrêter maintenant. La tempête arrive, il va y avoir la renverse de courant. Le courant va être tellement violent que tu vas repartir direction de l'Atlantique et tu ne pourras pas revenir. Il va falloir encore attendre une marée que tu nages, mais la tempête va être tellement forte qu'ils ne veulent pas. Ils veulent que tu remontes à bord. Et là, mon entraîneur me regarde, elle me dit nage. Nage comme tu n'as jamais nagé de ta vie, mon gars. Fais tout. Tu es à 500 mètres de la côte. Mais nage comme tu n'as jamais nagé de ta vie. Et là, Jacques se jette à l'eau. Arnaud se jette à l'eau. L'huissier monte sur une petite embarcation avec un petit moteur et avec un pêcheur pour suivre, pour constater que je vais toucher la côte française. Et là, je nage comme un fou, mais j'en peux plus. Dans ma tête, c'est un volcan. Mais je dis, je vais échouer maintenant. J'ai nagé 38 km déjà. 38 km, il reste 500 mètres à faire. Et dans ma tête, c'est un volcan. Je dis, non, je vais échouer. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. J'essaie de lever la tête, je vois rien, il fait trop noir, je replonge dans la mer. Et Jacques, vous voyez, Jacques, tu sais, c'est Jean Reno dans le Grand Bleu. Le mec, c'est une armoire à glace. En un mouvement de bras dans la mer, il vous raconte sa vie, lui. Il a, vas-y Philippe, reviens vers moi, à gauche, tout droit, fonce. Et pouf, il replonge dans la mer. Et moi, je suis là, non, je vais échouer. L'huissier qui avait pratiquement pas parlé tout le temps de la traversée, il gueulait sur le petit bateau. Allez Philippe, vite. Et il avait allumé sa grosse lampe torche. Jacques l'avait engueulé. Éteignez la lampe. Et moi, j'entendais tout ça, mais c'était un volcan dans ma tête. Je dis non. J'essayais de regarder le Cap Griné, je voyais rien, je replongeais dans la mer. À un moment donné, j'étais en hypoxie, j'arrivais même plus à respirer tellement que j'étais au-delà de mes pulsations cardiaques. Et du coup, j'entends Jacques qui crie Philippe, je suis sur un rocher. J'arrête de nager, je me retourne, la vague se retire. Bon, mes fesses se posent et je fais Ouah. Lui-ci allume sa grosse lampe torche, je fais Ouah, je suis rendu. Et là, je vous promets, je n'avais rien pris d'hallucinogène. J'ai vu l'huissier qui a décollé vers le ciel. Sauf qu'il ne décollait pas vers le ciel. C'était une grosse vague monstrueuse qui soulevait sa petite embarcation, sa petite coque de noix et qui fonçait droit sur moi pour m'éclater contre la falaise. Ce que je vous explique là, c'est 20 secondes. Philippe, je suis sur un rocher. La vague m'éclate contre la falaise. Jacques et Arnaud me rattrapent par les palmes. Ils tirent un grand coup. Vite, faut se barrer de là. J'ai même pas eu le temps de comprendre encore que j'avais fini la traversée de la Manche. Et là, il y a le coup du destin. En haut du Cap Griné, il y a près de 150 personnes qui me cherchent. Il y a ma famille, mes amis, les gens qui avaient entendu à la radio. Et pour ceux qui connaissent le Cap Griné, c'est immense. Il y a des champs de moutons avec des barbelés. Et le jour où j'ai quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi. Et pile au même moment où je suis arrivé sur le Cap Griné, à droite du Cap Griné, il y a un nageur valide qui est arrivé à gauche du Cap Griné. Et bien ma famille, mes amis, ils ont tous couru à gauche du Cap Griné. Et moi, j'étais à droite. Tous, sauf 2. Il y a mon grand garçon là-bas, Jérémy, il a pris son petit frère par la main. Il a dit, c'est pas possible, papa, il ne peut pas être là-bas. C'est quoi, le 6e sens, j'en sais rien. Il dit, mais papa, il ne peut pas être là-bas. Au dernier pointage, c'est pas possible. Il a demandé à un ami, Jackie, et une dame du conseil général, Valérie, qui est devenue amie. Tous les 4, ils ont sauté par-dessus les barbelés de moutons, ils m'ont expliqué, ils sont tombés dans les trous d'obus, ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que j'arrive. Ils ont entendu, parce que dans la nuit noire, ils ne voyaient rien comme moi, ils ont entendu Jacques et Arnaud me gueuler dessus, et surtout ils ont vu un petit sapin de Noël arriver, parce que j'avais des petites ampoules qui clignotaient de partout sur moi pour ne pas me perdre dans la mer, dans la nuit. J'en avais sur le tuba, sur les prothèses, je clignotais comme un vrai sapin de Noël.
Et là, en pleine nuit, quand Jacques et Arnaud m'ont tiré comme ça pour me sauver la vie, parce que c'était hyper dangereux dans les falaises, j'entends en pleine nuit, j'entends « Papa, papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime !» Et là, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion, j'ai jeté mon masque et mon tuba en hurlant « Mais moi aussi, je vous aime !» Je les voyais pas, on se criait les uns dessus comme ça. « On vous aime, papa !» et tout ça. Et on remonte à bord du bateau, et là, je vois mon entraîneur dans les bras de Susanna en larmes, Susanna en train de chialer, les deux nageurs de longue distance en train de chialer aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'ai pas traversé la Manche à la nage. On a traversé la Manche à la nage parce que c'était un travail d'équipe et on a réussi. Je vous remercie beaucoup. On peut dire l'écrivain Philippe Croison, le conférencier Philippe Croison, le sportif de haut niveau Philippe Croison, Le chroniqueur. le chroniqueur Philippe Croison, il n'arrête pas. Bah, il y a un journaliste l'autre jour qui m'a dit mais comment vous faites? C'est un journaliste du Parisien, on va le mettre après, Jérémy. Il y a un journaliste du Parisien qui me dit mais comment vous faites pour être partout? On vous entend à la radio, on vous voit à la télé, vous avez une chronique sur France 5, vous écrivez des bouquins, vous faites des conférences. Et là, je lui ai répondu simplement comme ça, je lui ai dit bah, j'ai réussi ce que beaucoup ne réussissent pas à faire, je me suis coupé en 4. Et lui, il l'a marqué dans le Parisien, Philippe Croison s'est coupé en 4. Donc j'ai adoré. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci. Et il y a un dessinateur qui a fait un dessin après la traversée de la Manche, puisqu'on nous parle très très souvent de la crise. Et ce dessin, après j'ai appelé le dessinateur, il pensait que j'allais l'engueuler, parce qu'il ne savait pas comment j'avais accepté mon nouveau schéma corporel, ma nouvelle vie. Et le dessin disait « Philippe Croison traverse la Manche à la nage ». Et le requin, il répond Et depuis, on est devenus potes avec Large, parce que j'ai adoré ce dessin, il m'a fait tellement rire. Donc voilà, l'humour a été vraiment, vous l'avez compris, il y a eu 2 exutoires dans ma vie. Il y a eu mes 2 garçons et l'humour. L'humour a été vraiment un exutoire. Et bien sûr, le 3e exutoire qui a été l'exutoire ultime, c'était le sport. À partir du moment où j'ai commencé le sport, j'ai été vers les autres. Mais vraiment vers les autres. Au début, les gens m'ont regardé un peu bizarrement en disant oh, « pauvre gars, il veut traverser la Manche, mais bon, allez, laisse tomber, vas-y. » Tu te rends compte, il veut traverser la Manche, lui, n'importe quoi. Et après, au fur et à mesure des entraînements, les gens sont venus. C'est-à-dire que là, même en ce moment, avec ma nouvelle idée, j'ai une idée où pour les 5 continents, paf, je vais voir un entraîneur, je vais voir un coach, je commence à monter une équipe, et après, l'équipe se crée toute seule. Là, dernièrement, il y a un monsieur, un hypnotiseur qui m'a appelé, qui s'occupe des pilotes de chasse. Vu que mon prochain objectif, c'est le Dakar, il me dit, bah, si tu as besoin de moi, je vais venir te voir, avec l'hypnose, je vais pouvoir t'améliorer, apprécier le danger plus en amont, et ainsi de suite, vu que tu vas faire de la vitesse, et ainsi de suite. Voilà, j'ai envie d'être avec toi. Voilà, les gens viennent se greffer au fur et à mesure sur ton aventure. Et ça, c'est génial, parce que c'est du partage, quoi. Depuis tout à l'heure, on parle de quoi? Le plus important dans la vie, c'est de partager. Là, d'être là aujourd'hui avec vous, c'est de partager ce que j'ai vécu, de vous l'offrir, d'être là avec vous. Et il n'y a rien de mieux, quoi. Est-ce que peut-être vous avez des questions? On peut encore échanger sur 2-3 questions si vous le souhaitez. Oui, première question. Attendez. Hop. Juste sur la performance sportive, le sens Angleterre-France, c'est à cause des courants Non. Ou tu peux le faire de l'autre côté aussi? Non, c'est plus facile de la France vers l'Angleterre, mais c'est interdit. La France a fermé la nage longue distance de son côté dans les années, je crois que c'est 98, un truc comme ça, mais je me souviens plus trop de la date. C'était à l'époque de Sangatte encore, donc on était... Et à l'époque de Sangatte, il y avait pas mal de clandestins qui commençaient à s'entraîner pour traverser la Manche à la nage, et d'où le film Welcome. Et donc la France a interdit la traversée de la Manche de la France vers l'Angleterre à partir de ce moment-là, avec le prétexte du trafic maritime, parce qu'il y a quand même 800 navires par jour qui traversent la Manche, qui croisent la Manche, pardon. Et donc ils ont fait ce prétexte-là. Mais c'est plus facile de la France vers l'Angleterre. Et surtout, il y a un business monstrueux du côté anglais, puisqu'il faut imaginer, il y a 12 bateaux, 12 pêcheurs anglais qui font ce business pendant 4 mois, avec 4 nageurs par semaine à 5 000 € par tête. Donc je peux vous promettre que quand moi, je suis arrivé là-bas et que le pêcheur anglais m'a dit, ça je l'explique dans le livre, j'ai traversé la Manche à la nage, j'arrive là-bas, j'avais réservé mon bateau 2 ans avant, et j'arrive là-bas, le gars il me dit, t'es 4e nageur. Et je savais très bien que quand on réserve le bateau et qu'on est 4e nageur, on n'a aucune chance de passer dans la semaine. Parce que les conditions météo sont tellement pourries et ainsi de suite. Le 1er nageur, il passe. Le 2e, il passe. Le 3e, peut-être, mais le 4e, il a très peu de chances de passer. Et là, je regarde le mec, je dis, c'est une blague. Je dis, je vous ai réservé mon bateau, je vous ai payé il y a 2 ans. Et juste avant moi, il y avait 2 Anglais et un Australien. Donc voilà, ça a créé un petit peu l'émulsion.
Et là, je dis, mais tout mon travail que j'ai fait en 2 ans va tomber là maintenant? Je dis, c'était hors de question. Et donc j'ai appelé en France, j'ai appelé le ministre des Armées, ainsi de suite. J'ai dit, bah, vous m'envoyez un bateau, vous démerdez, mais je traverse la Manche. Et juste avant, il y avait l'amiral de la mer du Nord qui m'avait appelé. C'était 4 mois avant la traversée. Mais ça, c'est une anecdote de fou. Hein. Le mec est pendant pratiquement 1 heure au téléphone. Vous ne traversez pas la Manche. Vous ne traversez pas la Manche. Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Vous comprenez, monsieur Croison? C'est hors de question. Vous ne pouvez pas traverser la Manche à la nage. Nous, du côté français, on l'a interdit. Donc, si vous n'allez pas aller du côté anglais pour traverser la Manche, oui, oui, je vous entends, je vous entends. Et j'ai raccroché. Et quand il voit que je crée le bordel en Angleterre parce qu'il n'y a aucun Anglais qui veut me prendre et que ma chérie envoie un SOS sur les réseaux sociaux et qu'il y a un pêcheur français qui dit ben moi j'arrive avec mon bateau, l'incident diplomatique qui se déclare et tout, ils ont fermé le village de Ouessant. Ils ont envoyé un escadron de gendarmerie, il y avait une ministre qui voulait venir pour voir mon arrivée de la traversée. Mais c'était devenu un truc mais de dingue. Alors qu'au début, je n'avais pas parlé aux journalistes. J'avais juste mon petit France 3 local et mon France Bleu local qui me suivait, quoi. J'avais aucun journaliste national ou international. Et quand ça a créé ce BINS en Angleterre, mais monstrueux, la BBC m'appelle, après c'était CNN, NBC, il y avait des journalistes chinois qui m'appelaient, c'était Jérémy qui prenait le téléphone, qui se faisait passer pour moi, parce que lui il parle bien anglais, pas moi. Et donc lui il se faisait passer pour moi avec les chaînes américaines et tout ça. Et c'est là que les Anglais sont revenus en arrière, et les 2 pêcheurs anglais sont venus et ils m'ont dit, écoute, tu nous donnes 2000 € de plus en liquide et on arrange l'affaire. Donc on a payé 2000 € de plus en liquide, voilà. Et après on a quand même fait la traversée. Mais par contre, quand je suis arrivé à Ouessant, 3 jours après, parce que je devais... moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de médias que ça. Mes parents m'appellent, ils se faisaient engueuler, tout ça. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et le premier jour, normalement, je devais revenir en Angleterre, donc aller me dormir un petit peu et repartir du côté français pour voir les médias. Sauf que moi, j'en avais rien à foutre des médias, mais vraiment. Le matin, je me réveille, je regarde mon équipe, je dis, je ne peux pas partir. Et le doc qui avait ses consultations et tout, il me dit, bah, moi non plus. Arnaud et Jacques sont restés. Toute l'équipe est restée un jour de plus. Et le surlendemain, je leur dis, je ne peux toujours pas partir. On est restés 3 jours ensemble, toute l'équipe. On avait vécu tellement un truc fort qu'on ne pouvait pas se séparer, quoi. Alors là, les journalistes nous insultaient au téléphone, on était des moins que rien. Et quand on est arrivé au bout de 3 jours à Ouessant, il y avait encore tous les camions, les paraboles, il y avait encore les escadrons de gendarmerie qui avaient fermé le village, c'était tellement le bordel. Mais même moi, je n'avais pas géré ça. Et j'arrive là-bas, il y a le gars de TF1, l'agence AP américaine, il y avait M6, tout le monde, et ouais, donnez-nous des images, parce que Susanna avait filmé avec un caméscope. Donnez-nous des images et tout ça, les images, vous faites le tour du monde. Et là, je regarde les mecs, je dis, mais même pas en rêve, les gars. Même pas, vous aurez mes images. Vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui me suit depuis 2 ans, Marie-Noël Missud. Et pour l'anecdote, Marie-Noël Missud, c'est celle qui était sur le terrain d'aviation qui m'a dit, c'est quoi ta prochaine aventure? C'est quoi ton prochain rêve? Et elle m'a suivi pendant 2 ans. France 3 Poitou-Charentes, pour me suivre pour des entraînements, des choses comme ça. Et elle est venue pour la traversée de la Manche. Et quand les Américains, toutes les chaînes du monde entier voulaient des images, ils voulaient des images. Marie-Noël Missud, France 3 Poitou-Charentes, les mecs, tu fous de notre gueule, c'est qui Marie-Noël Missud, France 3 Poitou-Charentes? Donne-nous tes images, ça va faire le tour du monde. Ben, je dis, vous voulez des images, vous allez y acheter. Je dis, moi je m'en vais, hein. Salut les gars. Et au bout d'1 heure, ils ont craqué, ils ont pris des images de Marie-Noël. Et c'est la fidélité est importante aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils continuent à suivre. Et après, quand on a fait La vie à bras-le-corps, le premier film, le 52 minutes, c'était une boîte de prod à Paris. Et la boîte de prod me dit, on va faire un film de 52 minutes sur ta préparation des 5 continents, les entraînements avec les commandos marines à Toulon, à Fort-Romeu dans le lac qui vient de dégeler et tout ça. Et je dis, bah ok, mais on fait une coproduction avec France 3 Poitou-Charentes. On me dit, c'est quoi France 3 Poitou-Charentes? Et je dis, bah on fait une copro. Ils ont fait une copro à 10% avec eux, parce que je voulais vraiment rester avec eux. Et ça, c'est important. Peut-être une autre question? Justement, oui. Comment vous avez géré la question du trafic Alors, le trafic maritime, on est considéré en action de pêche. Alors, c'est plus facile de traverser la Manche pour éviter les bateaux que Gibraltar. Gibraltar, c'est le même trafic maritime, environ 800 navires par jour, sauf que Gibraltar fait 14 km de large. La Manche, au plus court, fait 34 km. Donc, le rail montant fait 10 km de large, le rail descendant fait 10 km de large. Donc, nous, on est considéré en action de pêche. On part des côtes anglaises, on va vers la France. Bon, sauf qu'on fait un S avec les courants. Et donc, c'est au gros bateau de barrer sa route. C'est pas à nous. Nous, on va tout droit, et le bateau, lui, le porte-container ou le pétrolier, barre sa route de quelques degrés, quelques kilomètres avant, et il passe à une centaine de mètres de moi. Et quand vous avez un truc qui fait plusieurs étages comme ça, qui passe, je vous jure, c'est juste impressionnant. Des fois, on ne le voit pas, on ressent juste la grosse vague qui est derrière. Bon, c'est une vague très, très haute, mais très, très souple. Donc, elle fait... Et là, oh, j'ai dû passer quelque chose. Tu regardes, waouh! Ce gros monstre-là, donc c'est eux qui barrent leur route. Nous, on est considérés en action de pêche. Super. Quand j'ai entendu ton histoire, j'ai pensé à une histoire que m'avait racontée un étudiant camerounais qui s'appelle M. Sengoua, et il disait « tout est grâce ».
Donc je vais juste la raconter pour qu'on conclue. Et donc c'est l'histoire d'un roi africain qui part avec son ami à la chasse pour chasser le lion. Et donc il est connu, cet ami, pour dire tout le temps tout est grâce. Donc il prépare le fusil du roi, le roi voit le lion, il tire, et là il y a la douille du fusil qui est mal enclenchée et qui en sortant coupe le pouce du roi. Et là le pouce est en train de saigner, il a perdu son pouce, et il y a son ami qui dit c'est pas grave, tout est grâce. Donc forcément le roi s'énerve, il décide de l'emmener en prison, de le faire fouetter tous les matins, de lui donner du pain et de l'eau. Et puis une semaine après, il repart, et il repart à la chasse, mais sans son ami pour le protéger. Et là, il se fait kidnapper par des pygmées cannibales. Et les pygmées cannibales ont une idée, hein, évidemment, c'est de manger. Mais quand ils voient son pouce coupé, ils se disent que comme leur croyance est qu'ils vont gagner les forces et les faiblesses de l'ennemi qu'ils vont manger, ils décident de le libérer. Parce que forcément, avoir un pouce en moins, c'est un peu difficile. Et donc le roi se dit, en effet, tout est grâce alors, c'est vrai. Et donc il va libérer son ami. Et son ami lui dit, mais c'est pas grave, même en prison, tout est grâce. Alors il fait, comment ça? Je te fais fouetter, t'as du pain sec et de l'eau, et tu me dis tout est grâce. Il dit, oui, parce que si je t'avais accompagné à la chasse, ils auraient bouffé qui? Et là, je voudrais que chaque fois qu'il vous arrive un petit problème, vous disiez, en effet, rien n'est impossible et tout est grâce. Merci à vous. Merci. Et le double DVD, vraiment, je vous le conseille de le regarder avec les enfants, en famille. Puisque, quand je vous dis, il y a eu 3 millions de téléspectateurs, très souvent, je rencontre des parents et on l'a regardé avec les enfants, le film, sur Télassa, et ça a créé un débat. Ça a créé un débat au sein de la famille. Et très souvent, je fais beaucoup d'écoles, et les gamins sont vraiment scotchés, et après, ils ont 3 milliards de questions, quoi. Que ce soit, comment c'est possible, le handicap, l'aventure, mais les papous, les Inuits. Enfin, j'ai une anecdote assez incroyable, parce qu'il y a l'anecdote des papous, mais quand je suis arrivé à Bering, dans le détroit de Bering, pour traverser le détroit de Bering, il y a une petite Inuit qui vient me voir dans le village de Wells, le dernier village, après c'est le cercle polaire. Et là, il y a quelques Inuits qui vivent là, il y a 150 familles à peu près, et la maison commune est adaptée aux personnes handicapées. L'école est adaptée pour les enfants handicapés, même le petit bureau de poste était accessible. Il y avait à peu près 150 Inuits, il y avait 0 personnes handicapées dans le village. Et il y a cette petite Inuit qui vient me voir et qui me dit « Tu viens d'où » Et je lui dis « J'arrive de France ». Et là, je vois les yeux qui s'écarquillent et dit « Ah, tu viens du pays de la démocratie ?» Tu viens du pays des droits de l'homme. Je dis, mais comment tu sais ça, toi? T'es au bout du monde. Elle m'a dit, on l'apprend à l'école. Chez elle, tout était accessible. Pas chez moi. Il y avait encore du boulot. Donc voilà, c'était vraiment le petit truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que là-bas, au bout du monde, j'étais pas une personne handicapée. Alors que chez moi, ici, dans mon pays encore, je suis encore une personne en situation de handicap parce que tout n'est pas encore accessible. C'est mon pays qui est en situation de handicap, pas moi. Donc voilà, le jour où tout sera accessible, bah, je pourrai être un citoyen comme tout le monde. Donc voilà, et vous savez, je termine là-dessus parce que vraiment pour accentuer sur le travail d'équipe, vous l'avez compris, hein, à partir du moment où j'ai eu mon accident, il y a toujours une équipe qui m'a aidé. Les pompiers, le SAMU, le centre de rééducation, mes équipes pour réaliser mes aventures, ma famille, mes amis qui ont créé une association pour que je manque de rien. Je suis une personne handicapée qui a énormément de chance parce que j'ai une voiture, je conduis ma voiture. L'aménagement de ma voiture, c'est 65 000 €. L'aménagement de ma salle de bain, c'est une baignoire, c'est 15 000. Un toilette japonais, c'est 5 000 €. Bah, c'est mes parents qui me l'ont offert, ma famille, mes amis, grâce à l'association. Mes parents, ma famille, mes amis m'ont offert une chose importante, ils m'ont offert mon autonomie. Grâce à eux, j'ai pu retrouver mon autonomie le plus vite possible. C'était un objectif important. Et donc, je leur dois tout. Et très souvent, on me pose la question, on me dit, Philippe, si on te redonne tes bras et tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant? Bah, la réponse est non. Mais non, parce que je l'ai reconstruit, ma vie. J'ai accepté mon nouveau schéma corporel. Vous avez compris, je suis sorti de mon canapé, il m'a fallu du temps pour sortir de ce canapé. Mais je me suis sorti les doigts du cul, et excusez-moi. Mais voilà, j'y ai été. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de tourner dans un film avec Franck Dubosc, et puis François-Xavier Demaison qui s'appelle Les Têtes de l'Emploi. C'est un pôle emploi qui va fermer, donc ils essaient de trouver le maximum de personnes pour pas qu'ils ferment, donc ils m'envoient moi dans les usines pour que ça coule. Enfin, c'est un truc monstrueux. Je suis au magazine de la santé, j'ai écrit 3 bouquins, on vient de me commander un 4e bouquin sur le handicap et l'humour. Enfin, franchement, j'aime ma vie d'aujourd'hui, elle est chouette, pourvu que ça dure. Donc voilà, je suis à vous. Merci.